Imaginez-vous, ça fait 4 ans que vous n'êtes plus en couple. Pas eu de vraie relation sérieuse, juste des petits trucs par-ci par-là. Et il est normal de penser à vouloir se poser avec quelqu'un. Et bah, c'est ce qui se passe pour Maddie. Elle utilise Tinder et non, je vous arrête, la relation qu'elle entame se passe très bien. Aucun red flag à l'horizon. Enfin, pas pendant les premiers mois de la relation. Et c'est juste trop beau. C'est comme dans une série, c'est ce qu'on pourrait appeler le prince charmant des temps modernes. Mais si cette histoire se retrouve ici, c'est qu'en apparence, l'histoire se passait très bien. Mais Maddie va découvrir et vivre l'horreur de sa vie. Mais revenons là où tout a commencé. Et bah Maddie, elle est sur Tinder de temps en temps. Pas tous les soirs, et ce soir-là, elle s'ennuie. Affalée sur son canapé, emmitouflée dans un plaid trop grand, elle se fait défiler des petites séries sur la télé sans vraiment trop regarder. Elle a une petite tasse de thé refroidie à côté d'elle. Dehors, la pluie cogne contre les vitres. Elle soupire et presque sans réfléchir, elle rouvre Tinder. Elle n'y est pas retournée depuis des semaines, elle ne cherche rien de sérieux, elle en a déjà trop vu. Des petites conversations plates, des mecs sans intérêt, des tentatives de flirt à 2 balles, mais ce soir-là, elle a juste envie de parler à quelqu'un en fait, de combler le vide un peu. Les profils défilent, vous connaissez, trop jeune, trop arrogant, trop musclé, trop tout. Elle glisse à gauche, encore à gauche, et puis elle s'arrête. Lucas, 34 ans. 2 photos seulement. L'une, un portrait dans un parc, regard sérieux, presque un peu triste. Et l'autre, un petit peu plus flou, dans un bar ou une cuisine, un verre à la main. Pas un sourire éclatant, pas de pose de mannequin, juste un charme discret. Et sa bio, elle est assez courte. Je cuisine bien, mais je dors mal. En voyant ça, ça la fait sourire. Elle hésite, puis elle swipe à droite. Quelques minutes plus tard, la notification tombe, c'est un match. Et presque aussitôt, un message. Alors, tu cuisines ou tu dors ? Maddie elle répond et la discussion s'enclenche sans effort. Lucas a de l'esprit, un humour sec mais jamais méchant. Il écrit bien en plus de ça, il bombarde pas de questions mais il sait relancer quand il faut. En 3 jours, il parle de tout et de rien, de musique, de bouffe, de séries, de ces petits détails de la vie qu'on partage plus facilement avec un inconnu qu'avec un ami. Bon, elle ne s'emballe pas, elle a appris à se méfier. Mais elle se surprend à sourire en lisant ses messages. À attendre sa réponse, à vouloir en savoir plus. Le 3e soir, il lui propose de se voir. Un dîner tranquille. T'as une préférence pour un italien ou un japonais ? Elle choisit l'italien, c'est plus sûr, plus classique pour elle. Vendredi soir, elle passe 1 heure à se préparer. Elle change 3 fois de haut, hésite entre 2 parfums, se dit qu'elle en fait trop, puis pas assez. Elle finit par enfiler un jean noir et un pull crème. Simple, sûr, elle stresse un petit peu, c'est vrai. Lucas l'attend devant le restaurant, il est comme sur ses photos, un peu plus grand qu'elle l'imaginait. Main dans les poches, regard tranquille, il sourit quand il la voit. Alors, tu cuisines ou tu dors ? C'est ce qu'il lui dit avec un petit clin d'œil. J'avoue personnellement, j'ai pas la ref. Si vous comprenez le message derrière ça, tant mieux pour vous, moi je l'ai pas. Elle éclate de rire et tout s'enchaîne. Le dîner, il est assez simple, sans chichi, il parle beaucoup, marche un peu après, sous les lampadaires. Et le gars ne tente rien. Pas de geste déplacé, juste une phrase avant de se quitter. Alors, on se revoit bientôt ? Et ouais, franchement, elle lui dit que oui. Dans le métro du retour, elle se surprend à sourire toute seule. Tout s'accélère après ce premier rendez-vous. Maddie et Lucas se revoient 2 jours plus tard, puis encore 2 jours après. Et très vite, ils ne passent plus une journée sans s'écrire, sans s'appeler, sans se voir. C'est fluide, c'est naturel, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de silence lourd, pas de prise de tête. Il est doux, attentif, drôle, un peu réservé parfois, mais toujours présent. Tous les matins, elle se réveille avec un petit message qu'elle apprécie. Tu as bien dormi, toi ? Tous les soirs, il l'appelle. Il veut savoir comment s'est passée sa journée, ce qu'elle a mangé, si elle a bien bossé. Il l'écoute vraiment et il se souvient des petits détails. Ils traînent ensemble dans les coffee shops, cuisinent ensemble chez lui, regardent des films sur son canapé. Elle aime sa maison, c'est une petite maison un peu excentrée avec un jardin envahi par le lierre. Il y a une cuisine rustique, une chambre lumineuse, c'est pas luxueux, mais c'est assez chaleureux et en vrai, c'est apaisant. Lucas parle peu de son passé, il évoque une relation compliquée, une femme avec qui ça s'est mal fini. Il entre jamais dans les détails. Et Maddie, elle veut pas forcer. Elle comprend, elle a aussi connu des trucs pas nets, et ce qu'ils construisent là, ça lui suffit. Et ce qu'ils construisent là, ça lui suffit. Au bout de 2 mois, elle commence à laisser quelques affaires chez lui. Vous voyez le genre, ça commence à s'installer tranquillement quoi. Une petite brosse à dents, un sweat, des livres, une paire de chaussons moches qu'il trouve horribles, mais que elle adore. Il dit rien, il rit même. On dirait que t'es en train de t'installer. Et finalement, c'est lui qui lui propose. 3 mois après leur première rencontre. Ils sont assis sur le canapé, une pizza sur les genoux. Un film qu'ils n'écoutent pas vraiment en fond.
Il se tourne vers elle, presque gêné. Tu sais, ça me ferait plaisir que tu viennes vivre ici. Enfin, si t'en as envie. Elle le regarde, surprise. Il rougit légèrement, elle sent son cœur battre un peu plus fort. C'est pas une demande enflammée, pas une promesse de conte de fées, c'est simple et sincère. Elle hésite une seconde, puis elle dit oui. Quelques jours plus tard, elle arrive avec ses cartons. Pas grand chose, c'est des petites fringues, son ordi, quelques bouquins, 2 plantes qui font la gueule et un petit cadre photo avec ses parents. Lucas l'aide à tout porter, puis lui fait de la place dans le placard. Tout est prêt. Tout semble parfait. Le soir même, elle dort contre lui dans ce lit qui est maintenant aussi un petit peu le sien. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se dit qu'elle est bien, vraiment bien. Alors, comme elle le précise à ce moment-là, elle décide de ne pas rompre le contrat de son appartement. Ce qui veut dire qu'elle peut, si elle le veut, avoir un backup si jamais. Au début, la vie à deux est plutôt simple, elle est fluide. Maddie s'adapte vite à cette maison tranquille, un peu à l'écart, entourée de voisins discrets qu'elle ne croise presque jamais. Lucas, quant à lui, est toujours attentionné, prévenant, ils cuisinent ensemble, ils se baladent le week-end, ils partagent des playlists et ils font des petits tests de recettes de bouffe qu'ils trouvent sur YouTube. Il continue à lui écrire des petits mots, à l'embrasser sur le front quand elle ne s'y attend pas. Franchement, ça se passe nickel tout ça. Comment ça peut finir dans une de mes vidéos? On va voir ça tout de suite. Puisqu'assez vite, de petits détails s'accumulent. Des détails qu'elle n'avait pas forcément captés, mais qui commencent à vraiment lui tiquer dans la tête et surtout, ça se produit de plus en plus souvent. Lucas sort dehors, parfois très tôt le matin, parfois en pleine nuit, toujours sans prévenir, toujours sans téléphone. Au début, elle pense qu'il va courir, mais il revient jamais en sueur, pas essoufflé, il est pas équipé, il est juste en mode normal. Comme s'il avait rien fait d'inhabituel. Quand elle lui demande, il répond vaguement. Ouais, je suis allé marcher, j'avais besoin de prendre l'air. Oui, j'étais chez un pote, je devais récupérer un colis. C'est toujours le même ton, c'est toujours sans entrer dans les détails. Il change aussi de sujet quand elle insiste un peu. Il se fâche pas, mais il se referme. Ses yeux deviennent durs, il détourne la conversation. Maddie, tu me fais confiance, non? Et Maddie, elle recule. Elle se sent bête, peut-être qu'elle exagère. Peut-être qu'elle se prend la tête pour rien. Mais ça revient encore et encore. C'est des sorties à des heures bizarres, une tension dans l'air qu'elle n'arrive pas à nommer. Une façon de la regarder parfois. Comme s'il était ailleurs, comme s'il ne la voyait pas vraiment. Un jour, elle remarque qu'il a jamais son téléphone sur lui quand il sort. Il le laisse posé dans l'entrée, toujours. Quand elle lui demande pourquoi, il sourit un peu moqueur. Mais tu sais que t'es accro à ton tel, toi? Moi, de mon côté, j'aime bien me déconnecter. Quand il lui dit ça, elle se dit ouais, c'est vrai que ça doit pas faire de mal de pas prendre son téléphone. Juste sortir dehors et se vider la tête. Je peux comprendre en vrai. Et puis un matin, elle se réveille seule, le lit est froid à côté d'elle, elle regarde son téléphone, il est 5h42 du matin. Elle descend, cherche dans la maison, il est pas là, pas un mot, pas un message. Quand il revient, il est 7h passées. Elle le trouve sur le pas de la porte, les mains dans les poches, comme si de rien n'était. Il lui embrasse la joue. Alors, t'as bien dormi? Elle le fixe et lui dit, ouais ça va, mais t'étais où? Il hausse les épaules, ouais j'ai fait un petit tour. Là, franchement, pour Maddie, c'est la fois de trop. Un frisson lui remonte l'échine. Pas de dispute, pas de cri, mais une sensation qui s'incruste. Il y a quelque chose qui cloche. Même si elle essaye de se convaincre que c'est passager, Maddie sent que le doute s'installe. Qu'est-ce qu'il peut foutre dehors? Le lendemain matin, Maddie décide d'en avoir le cœur net. Elle ne dit rien de ses soupçons, elle se lève tôt. Comme si de rien n'était. Enfile une tenue de travail et prend un café à moitié, histoire de jouer le jeu. J'ai une réunion plus tôt ce matin, je vais filer direct. C'est ce qu'elle lui dit en attrapant son sac. Lucas hoche la tête, encore en pyjama, un sourire flou sur le visage. Pas de souci, fais attention sur la route. Elle descend, traverse la rue et va se garer un peu plus loin, à l'angle. Puis elle coupe le moteur et elle attend. Son cœur cogne comme un tambour. Elle a jamais fait ça, jamais eu à faire ça en vrai. Et une demi-heure passe, puis Lucas sort. Il ferme la porte doucement, regarde autour de lui. Il a pas de sac, pas de téléphone, juste sa veste sur le dos. Il prend à gauche et commence à marcher d'un pas tranquille. Maddie sort de la voiture, elle le suit à distance. Change de trottoir quand il s'arrête, fait semblant de regarder son téléphone quand il tourne la tête. Il marche pendant presque 25 minutes, traverse 2 quartiers résidentiels, puis s'arrête devant une maison. Une maison, tout ce qu'il y a de plus banal. Elle n'est pas abandonnée et elle ne semble pas vide. Il regarde autour de lui une dernière fois, puis il passe sur le côté. Il s'accroupit et ouvre une fenêtre. Il entre par la fenêtre, comme un voleur. En voyant ça, Maddie elle reste figée, l'estomac tordu, les mains glacées. Elle tourne les talons et rentre à la maison, le cœur en vrac. De retour chez elle, Maddie tourne en rond.
comme une lionne en cage. Elle regarde l'heure, 12h08. Lucas n'est pas encore rentré. Elle s'assied sur le canapé, son cerveau en ébullition. Elle revoit la scène, la marche, la maison et la fenêtre. Et plus elle y pense, plus ça l'énerve. Non mais sérieusement, il me trompe? Comme ça? En pleine journée? Elle parle à voix haute, elle est seule dans la maison, la gorge serrée. Quel enfoiré celui-là! Son cœur bat vite, peut-être même un peu trop vite. Elle pense à ces 3 derniers mois, à tous ces moments, à toutes ces fois où il avait ce sourire doux. Cette main sur sa joue, ses petits regards tendres au petit matin. Ouais, tout ça c'est qu'une façade, du vent. Et pourtant, une partie d'elle n'y croit pas. Il y a un truc qui cloche, ça dépasse la simple tromperie. Qui entre chez sa maîtresse par la fenêtre? Qui part sans téléphone, sans prévenir, et revient comme si de rien n'était? Alors non, elle se dit que c'est pas une histoire d'infidélité, c'est sûrement pire, c'est autre chose. Lucas rentre 1 heure plus tard, comme si tout était normal. Il sourit, dépose ses clés, embrasse Maddy sur le front. Ah, j'ai marché un peu, j'ai pris l'air. Elle le regarde, bouche fermée. Elle sent la colère lui monter à la gorge, mais elle la ravale. Elle répond alors simplement « Ok ». Elle sait qu'il ment, elle sait qu'elle n'a plus le choix. Il faut qu'elle retourne devant cette maison. Le lendemain, Maddy se lève tôt, Lucas dort encore profondément, tourné vers le mur. Il respire calmement, comme si de rien n'était. Elle s'habille en silence, attrape son sac et quitte la maison sans faire de bruit. Dehors, l'air est frais, le soleil perce à peine à travers les nuages. Elle se remet mentalement le chemin dans l'ordre, rue après rue, trottoir après trottoir. Elle le suit dans sa tête comme elle l'avait fait la veille. 25 minutes de marche à peu près. Et la voilà, devant la maison. Petite, banale, une clôture blanche, un petit jardin, rien de particulier. Mais maintenant qu'elle la voit dans ce contexte, il y a quelque chose qui l'oppresse. Les volets sont entrouverts, il y a des chaussures posées devant la porte, une jardinière suspendue avec des fleurs séchées. C'est habité clairement. Maddy hésite un instant, puis elle traverse l'allée et appuie sur la sonnette. Quelques secondes passent et elle hésite à se barrer. Mais avant qu'elle ait pris une décision, une femme ouvre la porte. La trentaine, brune, cernes marquées, visage fatigué mais pas hostile. Bonjour, Maddy bafouille, prise au dépourvu. Désolé, je crois que je me suis trompé d'adresse. Je devais visiter une maison à vendre, mais je crois que c'est plus loin. La femme hoche la tête, polie en mode ok, c'est quoi ce délire? Y a pas de souci, bonne journée à vous. Mais avant que la porte ne se referme, les yeux de Maddy vont sur quelque chose. Y a un truc qui l'interpelle en fait. Posé sur la commode de l'entrée, il y a un cadre avec une photo. Il y a un garçon, 4 ou 5 ans, sur un banc. Si c'était que ça, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est l'homme qui est à côté de lui. Et clairement, il fait frissonner Maddy. En fait, c'est Lucas, assis là. Il a ses bras autour du gamin. C'est lui, clairement. Il connaît cette femme. Il a eu une vie ici. Une vie qu'il n'a jamais évoquée. La femme referme la porte et Maddy doit malheureusement se rendre au travail. Et vous imaginez que sa journée de travail est catastrophique. Comment tu peux te concentrer sur ton travail quand tu découvres une dinguerie de ce genre? Sur le chemin du retour, Maddy a la tête ailleurs. Ses jambes tremblent à chaque pas. Son cœur tape si fort qu'elle a l'impression qu'on pourrait l'entendre à travers son manteau. Elle repasse en boucle ce qu'elle a vu, le gamin sur la photo, le visage de Lucas, ce sourire calme, posé, celui qu'il faisait aussi au début. Clairement, il a un enfant. Il a un putain d'enfant et il ne lui a jamais rien dit. Une fois à la maison, elle claque la porte un peu plus fort que d'habitude. Lucas est là, vautré sur le canapé, une bière à la main, le regard vissé à son téléphone. Il lève les yeux, sourit comme si de rien n'était. Alors, t'as passé une bonne journée ma chérie? Maddy force un sourire, hoche la tête. Clairement, elle a pas envie de parler. Elle a pas envie qu'il entende le tremblement dans sa voix. Elle se réfugie dans la salle de bain et s'assied sur le bord de la baignoire, la tête entre les mains. Elle se sent conne, humiliée, trahie. Et surtout, elle se pose la vraie question. Est-ce qu'il me trompe avec cette femme? Est-ce qu'il couche encore avec elle? Est-ce que Maddy, depuis le début, est juste un petit bouche-trou, un alibi, un écran de fumée? Elle se relève d'un bond, les mains tremblantes, sort de la salle de bain. Elle ouvre un tiroir dans la chambre, fouille, rien, ouvre un autre, toujours rien. Et puis dans une vieille boîte au fond de l'armoire, elle trouve un tas de papiers mal rangés. Des factures, des relevés, des trucs administratifs et au milieu, une enveloppe froissée. Elle hésite puis la curiosité la gagne. Elle l'ouvre et c'est un courrier du tribunal. Une procédure de divorce datant d'il y a 2 ans. Nom de la femme, Julie M. Et là, au bout d'une page, une phrase qui lui retourne l'estomac. Ordonnance de protection délivrée à la requérante pour fait de harcèlement. Maddy recule d'un pas, comme si le papier lui brûlait les doigts. C'est pas juste une ex, non, c'est pas juste un petit mensonge comme ça. Le gars est un putain de harceleur. Et d'un coup, tout prend un sens.
Les sorties bizarres, les silences, les regards dans le vide. Et cette maison à elle, Julie, qu'il va espionner. Elle se sent glacée, comme si elle découvrait qu'un inconnu vit sous son propre toit. Mais c'est encore pire que ça. Cet inconnu, elle l'aime, ou plutôt, elle a cru l'aimer. Maddie évite Lucas pendant 2 jours. Elle a trop de mal à faire des trucs avec lui. Elle dort mal, mange à peine, saute sur son téléphone dès qu'il quitte la pièce. Elle a fouillé partout, regardé dans les tiroirs, tenté de deviner des mots de passe. Mais il est prudent, trop prudent, comme s'il avait déjà tout anticipé. Elle ne sait plus comment lui parler, ni même quoi penser. Le soir, il l'observe, il s'installe plus près d'elle sur le canapé, pose sa main sur sa cuisse alors qu'elle est tendue comme un arc. Eh, t'es bizarre en ce moment toi. Non, en vrai, je suis juste fatigué. Il fronce alors les sourcils. Ouais, t'es sûr? On dirait que tu me fuis, je sais pas, c'est bizarre. En disant ça, il sourit, mais ce sourire, il sonne faux. Le lendemain, elle fait semblant d'avoir un appel de boulot et sort pour respirer un peu. À peine 10 minutes dehors, elle reçoit un message. Ouais, t'es où? Puis un autre. Tu fais quoi? Elle rentre, il l'attend dans le salon, debout, bras croisés. T'as parlé à quelqu'un? Hein? Comment ça? Je te pose une question, m'a dit. Son ton a changé. C'est plus Lucas le doux, le calme, c'est sec, c'est glacial. Elle reste figée. Il s'approche lentement, comme s'il essayait de lire dans ses pensées. C'est trop bizarre, tu me caches un truc, je le sens. Ah ouais? Je pourrais dire la même chose. Après ça, il y a un silence, puis un éclat de rire nerveux. Ah ouais? Et qu'est-ce que je te cache, hein? Il se penche un peu trop près. Elle recule. Tu sais quoi? J'en ai marre des jeux. Si t'as un truc à dire, tu le dis. Sinon, tu te tais. Elle serre les poings, tremble à peine, mais tient bon. Le soir même, elle verrouille la porte de la salle de bain pour se doucher. Un réflexe. Mais elle entend la poignée bouger doucement. Puis Lucas qui murmure derrière. Tu m'aimes encore, m'a dit? Ou tu commences à avoir peur de moi? Elle ne répond pas, elle reste là, dans la vapeur, le cœur au bord des lèvres. Et c'est à ce moment précis qu'elle sait. Il ne faut plus attendre. Maddie ne dort pas. Elle fixe le plafond de la chambre, allongée sur le dos, le cœur trop agité pour trouver le sommeil. Lucas est parti il y a 1 heure. Pas un mot tendre, pas une excuse, juste un « ouais, je vais fumer ». Tout ça lancé à la va-vite, avant qu'il ne claque la porte comme un ado contrarié. Depuis qu'elle a vu cette photo dans la maison de Julie, quelque chose s'est brisé. Elle veut lui parler, mettre les choses à plat, mais il devient de plus en plus froid, de plus en plus dur, et elle commence sérieusement à flipper. Elle serre son téléphone dans sa main, par habitude, le consulter, ne pas le consulter, etc. Et là, une notification s'affiche, un message numéro qu'elle ne connaît pas. Salut, je suis Julie, l'ex de Lucas. Je sais que t'es avec lui maintenant. Protège-toi. S'il découvre que je t'ai parlé, je suis morte. Maddie se redresse d'un coup. Elle relit le message plusieurs fois, les doigts qui tremblent. Julie, elle ne connaît pas cette femme, hein. Elle n'a jamais échangé avec elle, si ce n'est à la porte. Comment a-t-elle eu son numéro? Cette question la taraude tellement qu'elle lui envoie directement le message pour lui demander. Et une deuxième notification apparaît presque aussitôt. J'ai eu ton numéro via le cloud de Lucas. J'ai encore accès à son ancien compte. Il l'a pas sécurisé. J'ai vu vos échanges. Je suis désolé. J'aurais pas dû faire ça, mais vaut mieux que je le fasse. En lisant ça, le sang de Maddie se glace. Elle pense à tous les messages échangés avec Lucas, à toutes les photos, à leur quotidien. Et cette Julie, elle a vu tout ça? Pas ouf. Mais bon, comment lui en vouloir? Elle a juste peur. Maddie tape à toute vitesse. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Les petits points s'affichent, Julie est en train de répondre. Maddie ne cligne même plus des yeux. Elle attend la réponse avec impatience. Il m'a frappé, stalké, et il a été condamné 1 fois. Mais il s'en fout. Il m'a menacé quand il a appris que j'avais la garde exclusive de notre fils. Je suis parti assez loin, mais il m'a retrouvé. Il m'observe, entre chez moi quand je suis pas là. Par là, mon fils. Et là, il devient plus imprévisible. J'ai peur qu'il passe à l'acte. Maddie lâche son téléphone sur le lit, le souffle coupé. Un fils? Elle s'en doutait, elle a vu cette photo sur la commode. Lucas avec elle et ce petit garçon entre eux. Elle avait fait semblant de pas y penser, de ne pas vouloir comprendre. Elle voulait se mettre une barrière mentale. Mais là, au moins, c'est dit. Noir sur blanc. Il a un enfant et il lui a caché ça. Elle serre les poings. Il ne l'a pas juste trompé. Il a volontairement effacé une part énorme de sa vie. Et maintenant, elle comprend pourquoi. Parce que cette vie-là est un putain de cauchemar. Et pendant que Julie vit dans la terreur, lui, il l'a fait emménager chez lui. Il lui a fait à manger, il lui glisse des « je t'aime » à l'oreille pendant qu'il continue d'harceler une autre femme. Peut-être qu'en fait, il a jamais arrêté. Maddie se lève, enfile un sweat, les mains gelées. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre. Rien, juste la nuit noire. Elle hésite. Est-ce qu'elle doit appeler la police, aller voir Julie, fuir?
eh ben, elle se sent piégée. Puis, une chose est sûre, elle ne peut plus fermer les yeux sur ça. Maddie attend le retour de Lucas avec une boule au ventre. Sauf qu'il est jamais revenu de la nuit. Il est parti bosser le matin apparemment, comme si de rien n'était. Mais elle a passé la journée à tourner en rond au boulot. Le cœur qui bat trop vite, les mains qui tremblent à chaque bruit. Quand la porte s'ouvre enfin, en fin de journée, elle est déjà assise sur le canapé, droite, raide, les yeux rivés sur lui. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit « Faut qu'on parle, et je veux pas de nanani nanana ». C'est ce qu'elle lui dit. Enfin, pas le nanani nanana, ça c'est moi, mais t'as capté. En gros, elle veut mettre les points sur les i. Lucas lève un sourcil, referme doucement la porte. Ok, je t'écoute. Elle tourne pas autour du pot, hein? Ton ex, Julie, elle m'a écrit cette nuit. Alors là, il se fige juste une fraction de seconde, puis il secoue la tête en soupirant. Ouais, évidemment, je m'en doutais. Elle m'a dit que t'avais été violent avec elle, qu'elle vit cachée, qu'elle a peur. Elle m'a dit que vous aviez un fils, Lucas. Un fils, tu te rends compte? Il s'assied en face d'elle, le regard fatigué, presque triste. M'a dit, ce que je vais te dire va te paraître fou, mais faut que tu m'écoutes, vraiment. Il marque une pause, la regarde droit dans les yeux. Oui, Julie est mon ex, oui, on a un fils ensemble. Je voulais t'en parler, je te jure, mais j'avais peur que ça te fasse fuir. Parce que toute cette histoire, c'est un véritable enfer. Elle le fixe sans un mot et il continue. Je te jure, m'a dit, Julie elle est malade, pas juste un peu instable, elle est malade, elle est diagnostiquée pour ça. Elle a refusé de se faire soigner, elle devenait de plus en plus imprévisible, parano. Elle m'a accusé de trucs que je n'ai jamais fait. Et un jour, elle est partie avec mon fils sans prévenir, sans autorisation. Elle l'a enlevé littéralement. Depuis, je me bats pour le revoir, pour récupérer mes droits. Mais elle me fait passer pour un monstre pour garder le gamin. Maddie serre les dents, elle a envie de hurler, de pleurer. Mais elle veut comprendre, elle veut démêler le vrai du faux. Ok, mais les messages qu'elle décrit, le fait qu'elle dit que tu la stalk. Tu crois vraiment que si j'étais aussi dangereux qu'elle le dit, j'aurais laissé ton numéro dans mon cloud? Tu crois que j'enverrais pas quelqu'un d'autre, que je prendrais pas plus de précautions? Non, Maddie, elle ment. Elle veut que tu me quittes, elle veut m'isoler pour m'achever. Elle sait que t'es importante pour moi. Elle veut tout me prendre. Elle baisse les yeux en entendant tout ça. Son cœur bat à toute vitesse. Tout ce qu'il dit, en fait, ça tient la route. Mais c'est également ce que dirait un mec manipulateur. Et c'est ça le pire, elle n'arrive pas vraiment à savoir. Lucas s'approche, s'agenouille devant elle, prend ses mains. Ouais, m'a dit, j'ai fait des erreurs, mais je ne t'ai jamais menti par malveillance. J'ai voulu te protéger de tout ça. C'est moche, c'est sale, ça me fait honte. Mais je suis pas ce que Julie raconte. Je veux juste revoir mon fils. Une larme coule sur la joue de Maddie, qu'elle n'essaye même pas d'essuyer, et lui, doucement, pose son front contre le sien. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Elle reste là, figée, déchirée entre ce qu'elle sait, ce qu'elle ressent et ce qu'il vient de dire. Le lendemain matin, Maddie n'arrive toujours pas à digérer la conversation d'hier. Les mots de Lucas tournent en boucle dans sa tête, mais tout ça sonne trop parfait, trop bien monté, comme une sorte de scénario. Elle se lève tôt, avant même que Lucas ne se réveille. Elle boit son café nerveusement et s'installe devant son ordi. Elle n'a pas encore l'intention de confronter Lucas de nouveau. Mais elle doit savoir, elle doit être sûre. Le premier truc qu'elle fait, c'est chercher son ex, Julie. C'est fou, mais son nom n'apparaît nulle part. Il n'y a pas de dinguerie, pas d'infos, pas de réseaux sociaux, à part un petit Facebook. Et franchement, sur son Facebook, il n'y a rien d'intéressant. C'est vraiment nul à chier comme elle le dit. Par contre, elle trouve vite l'adresse de la maison où Julie vivait avant de fuir. C'est une petite maison en banlieue, pas trop loin du centre-ville. Maddie prend son téléphone et essaye de trouver des infos sur les comptes bancaires de Lucas. Mais il ne laisse rien traîner. Oui, ils ont des comptes à part si jamais vous vous posez la question. Elle connaît ses codes, mais il a récemment changé son mot de passe. Tout est bien verrouillé. La frustration monte en elle. Elle se sent piégée, mais décide de ne pas abandonner. L'après-midi, elle se dit qu'elle doit agir. Direction la maison de Julie. Elle refait le trajet, elle commence à le connaître vachement plus facilement et ça lui fait mal de l'admettre. Sachant que pendant tout le trajet, il y a deux choses qui se torturent dans sa tête. Est-ce que c'est Lucas qui dit vrai ou est-ce que c'est Julie? Si Julie est vraiment parano, elle n'aura sûrement pas de scrupule à l'envoyer chier. Ou pire, Julie reste devant l'entrée de la maison un instant. Elle hésite à sonner, elle sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Mais la peur de Lucas, cette même peur qui l'avait empêché de voir les signes plus tôt, l'oblige à avancer, un pas après l'autre. Quand elle sonne enfin, elle entend des bruits à l'intérieur, des pas précipités, une ombre derrière la porte, puis la serrure qui tourne. Julie apparaît dans l'encadrement de la porte, les yeux cernés et les cheveux épars, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ouais,
Qu'est-ce que tu veux? Maddy se sent tout à coup ridicule, mais elle prend une grande inspiration. Je veux comprendre en fait. Lucas m'a dit des choses, mais j'ai des doutes. Julie la fixe un moment, comme si elle évaluait la situation. Puis, elle pousse un sourire et ouvre en grand la porte. Vas-y, entre, on va parler. Maddy franchit le seuil, Julie referme la porte derrière elle et la conduit dans un salon modeste. Tout est calme, trop calme. Laisse-moi deviner, je sais ce que Lucas t'a dit. Je sais qu'il a tenté de se faire passer pour la victime. Mais c'est un menteur. Je l'ai vu et je l'ai vécu. Et toi, t'es là, dans cette maison, comme un pion dans son petit jeu. Il te cache tout, Maddy. Forcément, Maddy la fixe, son cœur bat fort, plus fort que jamais. Elle prend une grande inspiration. Pourquoi il me cacherait son fils? Il m'a dit qu'il avait un gamin et qu'il essayait de le récupérer. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il me ment, qu'il me manipule. Julie rit, mais c'est un rire amer. Parce que c'est plus facile de manipuler une femme naïve que de contrôler ses erreurs. Tu crois vraiment que ce mec est un héros? Il veut me voler mon fils, Maddy. Et tu crois qu'il a changé? Tu crois qu'il est devenu quelqu'un de bien? Il fait semblant avec toi. Il te ment comme il m'a menti. Et je suis peut-être folle. Mais alors, si moi je suis folle, et bah toi aussi. Et tu le resteras si tu restes avec lui. Maddy est figée, prise entre l'envie de croire Julie et l'envie de défendre Lucas. Mais tout ça lui fait trop de mal. Si tout ça est vrai, si tout ce que Lucas lui a dit un mensonge, alors elle a été trompée, trahie de la pire façon possible. Julie se lève brusquement, l'air fébrile. Tu sais quoi? T'as raison d'être là. Va jusqu'au bout, t'as pas idée de ce qu'il est capable de faire. T'as pas idée de ce qu'il m'a fait. C'est pas qu'un simple père qui veut son fils, c'est un monstre, un manipulateur. Les mots de Julie tournent dans la tête de Maddy. Elle commence à s'agiter sur son siège, l'estomac serré. Elle doit faire face à la vérité. Cette vérité qu'elle n'a jamais voulu voir. La conversation se termine très vite car Julie lui dit qu'elle doit emmener son fils quelque part. Maddy rentre à la maison et se pose sur le canapé. Elle a les mains tremblantes sur son téléphone, incapable de sortir de cette spirale de peur et de confusion. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Quitter la maison de Lucas et retourner chez elle? Tout se bouscule dans sa tête, mais une chose est certaine. Elle a franchi une ligne avec Lucas et il va le découvrir. La porte d'entrée claque, la silhouette de Lucas se découpe dans l'embrasure de la porte et il entre d'un pas lourd, sa posture tendue, son regard fixé sur elle, les yeux remplis d'une rage qu'elle n'a jamais vue auparavant. Alors, tu pouvais pas t'en empêcher, hein? T'es allé chez elle. Maddy se fige. Comment est-ce qu'il sait ça? Comment est-ce qu'il a su qu'elle était allée voir Julie? Elle cherche une réponse dans ses yeux, mais il n'y a aucune clarté. Juste une abîme de rage pure. J'ai rien fait de mal, je voulais juste comprendre. Lucas éclate de rire, et c'est pas un rire sincère, c'est un rire sec, haché, qui n'a rien de naturel. Comprendre? Mais t'es sérieuse là? T'as cru quoi? Que j'allais m'asseoir pour te raconter mon histoire? Que j'allais te donner des explications? Mais qu'est-ce que tu crois? Il me suffit de te donner quelques bribes de vérité pour que tu penses tout comprendre? Tu te laisses manipuler par cette femme? Vraiment? Il se rapproche encore, un pas lourd après l'autre. Maddy recule instinctivement, mais elle échappe pas à son regard. Elle sent une vague de panique la submerger. Lucas, je veux juste savoir ce qui se passe. Pourquoi tu me caches tout ça? Parce que je suis fatigué de cette histoire, Maddy. Parce que j'en ai marre de cette comédie, de ce cirque. Julie, elle me harcèle depuis qu'on s'est séparés. Elle fait sa victime, elle pleure partout. Mais elle m'a volé mon fils, je te rappelle. Et maintenant, tu viens me poser des questions? Toi qui m'accuses, qui me mets dans une situation impossible. Tu crois que c'est facile de contenir toute cette rage? Maddy se sent comme frappée par une décharge électrique. Mais ce que je comprends pas, c'est que t'avais un fils avec elle. Et pourquoi tu m'en as jamais parlé? J'aurais pu peut-être t'aider à le récupérer, je sais pas. Lucas la fixe, le mépris dans ses yeux est palpable. Ah ouais? Tu crois que c'est facile, hein? Tu crois que c'est simple? J'essaie de te protéger de ça, de tout ça. Mais toi, non, tu veux tout savoir, tu veux tout comprendre, c'est ça. Et ben maintenant, tu sais, tu veux savoir la vérité? Et ben la vérité, c'est que je suis la victime dans cette histoire. Il s'approche encore de plus en plus près, son souffle s'accélère, son cœur tendu comme un ressort. Elle m'a volé mon fils, elle m'a pris ce que j'avais de plus précieux, elle a détruit ma vie. Et maintenant, elle se fait passer pour la pauvre victime. Mais la vérité, Maddy, c'est ce que je vais récupérer, ce qui est à moi. Et toi, t'as rien à faire dans tout ça. Il est si proche maintenant que Maddy sent la chaleur de son corps contre le sien. Elle recule encore plus profond dans le canapé, mais il la rattrape, l'attrape par les poignets avec une force brute. Alors là, t'as pas idée de ce que tu viens de faire, Maddy. Tu joues avec le feu et maintenant, tu vas voir ce que ça coûte. Elle tente de se dégager, mais il la maintient fermement, son emprise comme un étau. Il s'approche de son visage, ses lèvres se tordent en un rictus de haine. Maddy sent la terreur monter en elle. Lucas, arrête!
Mais il ne l'écoute pas. Il la pousse violemment contre le dossier du canapé. Tu crois que je vais te laisser partir après tout ça? Que je vais te pardonner de t'être mêlé de mes affaires? Je vais te montrer ce que c'est de me défier. Il se rapproche encore. Mais cette fois, une sorte de lucidité traverse ses yeux. Il s'arrête net. Il la regarde comme s'il se rendait compte de ce qu'il était en train de faire, qu'il était allé trop loin. Le silence pèse lourdement. Maddie, haletante, se redresse lentement. Mais la peur reste là, en elle. Elle se sent minuscule face à lui, totalement impuissante. Il tourne les talons brusquement. La porte claque derrière lui avec une violence qui résonne dans la pièce. Maddie reste là, les larmes montant à ses yeux. Elle veut crier, mais aucun son ne sort. Elle s'effondre lentement, la tête dans l'un des coussins du canapé. La tête pleine de pensées confuses. Elle est seule, encore seule. Là, il y a une certitude dans sa tête. Rien ne sera plus jamais comme avant. Après je sais pas combien de temps, Maddie va dans la cuisine, dos au mur, la mâchoire serrée. Quand elle entend la porte d'entrée s'ouvrir, il est de retour. Elle retient son souffle. Elle sait qu'il va monter une mise en scène, faire comme si tout était normal, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'elle allait voir. Des petits pas résonnent dans le couloir, puis une voix aiguë, innocente. « Papa, c'est ici que je vais dormir ?» Le sang de Maddie se glace. Elle s'avance lentement vers l'entrée du salon. Chaque pas est une épreuve. Et là, elle le voit. Un gamin, 7 ou 8 ans. Le même que sur la photo. En chair et en os, tenant la main de Lucas. Lucas a souri, comme si de rien n'était. Maddie, je te présente Jules. Maddie reste figée. Elle tremble. Elle sent son cœur battre dans ses tempes. Mais Lucas, il fait quoi ici? Mais ce qu'il aurait toujours dû faire, être avec moi, chez moi. Enfin, chez nous. Il se baisse et caresse les cheveux du petit. Allez, dis à bonjour mon cœur. Jules s'exécute, un petit peu intimidé, il comprend rien à ce qui se passe. Il croit que c'est normal. Maddie recule d'un pas. Elle a envie de crier, de pleurer, de vomir. Mais elle sait qu'elle doit tenir. Pour lui, pour le petit. Lucas la regarde droit dans les yeux, il sait qu'elle a compris. Il sait qu'elle n'approuve pas. Et surtout, il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Il va rester ici quelques jours, le temps que tout ça se calme. Julie comprendra. Elle comprendra quand elle verra que tout va bien. Moi aussi, j'ai le droit de garder l'enfant. Et puis, c'est quand même mieux pour lui de vivre avec 2 parents. Maddie ne dit rien. Elle hoche juste la tête, doucement. Elle joue le jeu, parce qu'elle sait que le moindre mot de travers pourrait faire exploser la bombe qu'il est devenu. Lucas installe le petit devant un dessin animé, comme si c'était un dimanche comme un autre. Il va dans la cuisine, prend une bière et dit à Maddie qu'il va faire des courses, qu'il manque des trucs pour le repas. T'as besoin de quelque chose ? Elle secoue la tête. Non, elle a besoin de rien. Il demande à son fils s'il veut venir avec lui, mais le gamin lui dit qu'il va regarder les dessins animés. Du coup, pareil, il lui demande s'il veut un truc en particulier, et le gamin lui répond qu'il veut des glaces Bomb Pop. C'est en gros, de ce que j'ai vu, des glaces à l'eau en forme de fusée. Et il veut également des céréales de chez Trix. Bref, Lucas sort et dès que la porte claque, Maddie court. Pas vers son téléphone, non. Elle court vers le petit pour lui demander comment il va, et franchement, il a l'air d'aller normalement, il n'a pas été brutalisé. Il se comporte comme un gamin normal qui regarde ses dessins animés. Il a sûrement pas vu de scène qu'il n'aurait pas dû voir, genre le père qui frappe la mère. Déjà, Maddie est rassurée sur ce point. Elle réfléchit. Qu'est-ce qu'elle peut faire? En gros, c'est quoi ses options? Appeler Julie et lui demander si tout va bien et lui dire que son gosse se trouve chez Lucas? Ouais, c'est une bonne option. Mais l'option qu'elle va choisir, c'est sûrement la plus raisonnable. Appeler la police? Oui. Même si c'est l'enfant de Lucas, on a quand même affaire à un kidnapping. Elle appelle la police et les secondes lui paraissent des heures avant qu'un opérateur lui réponde. Elle explique calmement à l'agent ce qui se passe et heureusement il n'est pas neuneux celui-là et capte ce qui se passe. Il la rassure en lui disant qu'une patrouille va être dépêchée le plus rapidement possible. L'opérateur lui dit que la patrouille devrait arriver d'ici 10 à 15 minutes. Maddie est stressée, Lucas a l'habitude d'aller au magasin et il y a de grandes chances qu'il revienne avant. Elle en fait part à l'opérateur et lui dit que quoi qu'il arrive, elle doit garder son téléphone allumé. Même si elle le met pas près de son oreille, au moins il pourra entendre ce qu'il se passe. Et le temps passe très vite, jusqu'au retour de Lucas. Elle l'entend arriver sur le porche. Elle dit direct à l'opérateur qu'il est rentré. Elle cache son téléphone dans sa poche et va à sa rencontre et lui dit que Jules est super cool. Lucas, il est content et lui dit qu'il a ramené tout ce qu'il faut. Maddie essaye de se comporter le plus sagement possible, mais ça sonne faux. C'est comme si elle avait un bâton dans le cul en fait. Et ça, Lucas il le remarque et lui dit « Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bizarre en fait. » Elle regarde en direction de Jules et dit « Ça me fait bizarre de me dire qu'on va vivre à 3 ici.
En entendant ça, Lucas va voir son fils et lui passe la main dans les cheveux. Et il dit en direction de Maddie: ah bah ouais, tu verras, on va être bien ensemble. Pendant elle ne sait pas combien de temps, Maddie essaye de la jouer fine. Elle essaye de demander à Jules et à Lucas qu'est-ce qu'ils préfèrent. Enfin, qu'est-ce que le gosse préfère, qu'est-ce qu'il veut faire. Avoir un petit peu de background sur Jules. Et ça marche très bien. Lucas n'y voit que du feu. Moins de 5 minutes plus tard, 2 voitures de flics encerclent la maison. Et la configuration à ce moment-là est telle que Lucas est dos à la fenêtre qui donne la vision sur dehors. Du coup, il ne sait pas qu'il y a 2 voitures de police qui viennent de débarquer. Les agents de police se mettent à courir et ouvrent la porte et rentrent dans la maison. Lucas se retourne et quand il voit Maddie sur le canapé, il explose. Il lui crache au visage et s'avance vers elle pour la frapper en lui disant: sale pute, j'avais confiance en toi. L'un des policiers le plaque au sol et ne vous inquiétez pas qu'il continue à insulter Maddie. Et bien évidemment, il se laisse pas faire sagement. Il essaye de se débattre comme un fou, mais avec 2 autres agents qui viennent aider le premier, ça commence à bien le maîtriser. Les policiers l'embarquent, Maddie ne bronche pas, elle essuie son visage d'un geste lent, son regard est vide. L'une des voitures de police part avec Lucas dedans et l'un des officiers prend une déposition complète de Maddie. Julie, la mère du gosse, est alertée et elle arrive une dizaine de minutes plus tard. Elle est en larmes, elle serre son fils contre elle comme s'il allait disparaître. Les 2 femmes parlent et échangent des dingueries à propos de Lucas. Malheureusement, j'ai pas les dossiers sur lui, tout ce qu'elle a raconté la petite Julie là, j'en sais rien, c'est un petit peu dommage, mais bon, on va faire avec. Après un certain temps, Julie et son fils repartent chez eux. Maddie reste seule devant la maison. Sauf qu'elle veut pas rester ici dans cette maison, dans la maison d'un homme comme ça. Elle appelle son père et lui demande d'appeler du monde pour pouvoir déménager en 4e vitesse. Son père arrive avec des potes à lui et hop, ça embarque les quelques affaires qu'elle avait installées chez lui. Et comme je vous l'avais dit, elle avait gardé son appartement. Elle continuait à payer son loyer. Alors, comme elle le dit, pourquoi elle faisait ça? Déjà, pour la sécurité au cas où, mais elle se demande si vraiment son subconscient lui disait pas que bon, ça allait partir en cacahuète et qu'elle en aurait besoin. Après ça, Maddie n'a pas porté plainte contre Lucas, mais Julie a de nouveau porté plainte contre Lucas. Et Lucas ne va pas sortir de sitôt de prison. On parle quand même d'un kidnapping, même si c'est son fils. Julie a la garde exclusive du gamin. Et c'est comme ça que se termine ce thread. Ma foi, je sais pas quoi dire. Moi-même, quand je suis tombé sur le thread, j'étais en mode ouais, vas-y, la suite, enclenche, on est où? Elle est horrible, c'est horrible le truc parce qu'au début, tu te dis, on sait pas, Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la Julie, la femme, l'ex-femme, elle ment. On sait pas. Ça peut arriver, ça aurait pu, on sait jamais. Alors effectivement, peut-être que le Lucas, il a été poussé à bout. Peut-être qu'il y a eu des incohérences au niveau de la justice. Ça, j'en sais rien. On n'a pas plus de détails, donc on sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle a fait à Julie. Donc c'est voilà. Mais en tout cas, son moyen de se défendre, c'était avec un avocat. Il fallait pas faire ça. Là, clairement, tu t'es mis dans le caca, mec. Donc voilà. Et puis, je trouve qu'à mon avis, il est trop un peu comme ça, tu sais, il est trop gentil en apparence. Et derrière, bam, il fait des trucs. À mon avis, c'est ce qu'il faisait à Julie. J'étais pas là, donc voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, histoire de fou, moi, je l'ai vraiment kiffé. Allez, on passe au prochain thread. Alors, avant de commencer ce prochain thread, oui, je vous fais une intro. Oui, le concept de l'intro, après plus de 30 minutes de vidéo, c'est moi qui l'invente. Bon, comme ça, on pourra pas dire Delcor, il a rien inventé sur YouTube. Ouais, j'invente les intros à 30 minutes plus. Non, mais j'aime bien vous mettre dans l'histoire, en fait. Et du coup, normalement, je voulais me faire en deuxième thread. Mais sauf que là, l'histoire 1, elle est vraiment longue. Donc voilà, vous avez une petite intro. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Delcor. Et déjà, si vous en êtes là, c'est que vous avez kiffé le premier thread. Donc déjà, je vous invite à faire quelque chose. C'est me mettre un énorme pouce bleu. Voilà, on me pète les 1200 pouces bleus, s'il vous plaît. Parce que ça fait plaisir. Et puis vous, ça ne vous coûte rien. C'est ça, je le rappelle. Si ça vous coûtait quelque chose, je vous dirais pas de faire ça. Mais là, vraiment, ça vous prend 3-4 secondes de votre temps. Vous êtes en train de cuisiner, vous mettez pause et vous mettez le petit pouce bleu. Je vous remercie parce que moi, c'est des heures et des heures de travail. Donc voilà, 3-4 secondes pour remercier le petit père Delcor, et ça m'arrange. Et si t'es pas abonné, toi qui me regardes, je t'invite clairement à le faire. Sur la chaîne, c'est 2 vidéos thread horreur le mardi et le vendredi à 19h. Prenez bien votre rendez-vous. Et aujourd'hui, normalement, ce qui est prévu, c'est 3 thread horreur, dont un qui est déjà passé. Donc voilà, il en reste plus que 2. Et avant qu'on passe à ce second thread, je vous invite à vous abonner à mon Insta. Voilà, à mon Insta, comme ça vous êtes prévenus de quelques petites dingueries. Des fois, je mets des petites photos de mon chien, etc. Voilà. Allez, on passe au thread 2. Et justement, ce thread 2, c'est l'histoire d'une abonnée. Je lis le petit message en première personne et après, on passe à la troisième personne.
Salut Delcor, j'espère que tu vas bien. Je suis abonné à ta chaîne sur YouTube et au cas où tu penses pouvoir en faire un thread, je vais te raconter une situation qui m'a fait bien flipper. Mon ange gardien m'a sûrement sauvé car l'issue avait 9,5 chances sur 10 de tourner au pire. Et là, on va passer à la troisième personne. Juno, elle a 18 ans, à peine quelques jours après son anniversaire, elle part avec son père à la banque. Il va lui donner accès à l'héritage de sa mère, 3000 €. Depuis un an, elle a un projet en tête, s'offrir un voyage au Brésil avec cet argent. Elle en a vaguement parlé à son père au début, mais de peur qu'il refuse, elle n'a plus rien dit ensuite. Le jour J, ils ressortent de la banque et chacun part de son côté. Juno fait le tour du pâté de maison, revient discrètement retirer l'argent, puis fonce à l'agence de voyage acheter un billet aller-retour open pour le Brésil. Départ dans 3 mois. Quand le jour du départ arrive, elle prend l'avion seule. À bord, elle fait la connaissance de Bento, un danseur brésilien qui rentre chez lui après une tournée. Il sympathise rapidement, il l'invite à venir chez sa famille en la prévenant qu'ils vivent dans une favela, à Mangueira. Mais il lui dit aussi qu'elle n'a rien à craindre. Juno, elle est jeune, elle a 18 ans, elle n'a peur de rien. Elle croit encore que tout le monde est bienveillant. Et au début, c'est vrai que tout se passe super bien. Tout le monde est super gentil, que ce soit la famille de Bento ou les gens de la favela. Bento est très estimé là-bas, alors quand ils arrivent, c'est un peu comme si une célébrité débarquait. Et elle devient l'amie de la célébrité. Au fil des jours, leur relation évolue. Au bout de 2 semaines, ils décident de louer un petit appart ensemble, près de Copacabana. On la prévient, il faut jamais aller sur la plage la nuit. C'est ultra dangereux. Mais un soir, elle sort seule. Elle croise un mec, discute avec lui et il l'invite à fumer de la cigarette magique au bord de l'eau. Elle accepte sans trop réfléchir, sans penser aux mises en garde. Et en chemin, il croise 4 potes à lui. Ils se joignent à eux. Et Juno ne se sent toujours pas en danger. Ils arrivent devant une tente de plage. Ces tentes qui servent des chopes pendant la journée. Il lui propose d'y entrer pour fumer plus discrètement. Apparemment, au Brésil, c'est pas comme en France. Fumer de la cigarette magique dans la rue peut t'envoyer directement en prison. Alors qu'en France, c'est open bar. Je rappelle, c'est illégal, mais bon. Là, un truc commence à clocher, elle sent que c'est pas bon. Ils veulent qu'elle aille au fond de la tente, mais elle insiste pour rester près de la sortie. Soi-disant, pour avoir de l'air. En vrai, elle veut juste pouvoir se barrer vite si ça dérape. Elle comprend qu'elle ne pourra pas fuir tout de suite. Alors, elle tente un truc. Elle fait semblant d'être réceptive au gars qui l'a invitée au début, en espérant que les autres s'en aillent. Et ça marche, miracle, les 4 potes finissent par partir. Il reste le mec. Juno essaie de parler un peu avec lui, mais ça ne fait que 3 semaines qu'elle est là. Son portugais est limité. Puis d'un coup, il l'attrape. Il essaye de l'attirer à lui. Elle le repousse, elle entend son t-shirt se déchirer. Elle n'a pas le temps de réfléchir, elle lui balance un coup de pied au visage et se met à courir. Sauf qu'elle est au bord de l'eau. Et la plage, c'est immense. La route est à au moins 150-200 mètres. Et dans le sable, elle court super lentement. Ses pieds s'enfoncent, elle panique, tout semble au ralenti. Elle sait que son coup de pied lui a fait gagner du temps, mais elle l'entend qui revient à la charge. Il la poursuit. Juno court de toutes ses forces. La route se rapproche et lui aussi. Puis d'un coup, il s'arrête, il laisse tomber. Elle atteint l'avenue. Il y a du monde, de l'animation, des gens. Personne ne les a vus. Mais elle est enfin en sécurité. Elle rentre chez elle, elle se fait engueuler, évidemment, mais au fond, elle sait qu'elle s'en est bien sortie. En y repensant, elle réalise à quel point ça aurait pu mal finir. Elle ne saura jamais ce qui a vraiment poussé les 4 potes à partir. Mais sans ça, ça aurait pu être dramatique. Et si le mec ne s'était pas arrêté juste avant la route? Elle ne préfère pas y penser et on va pas émettre de théorie au cas où vu qu'elle va regarder l'histoire. Mais bon, effectivement, c'est malheureux. Heureusement, il s'est rien passé de plus. C'est ça le principal, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Il est vrai qu'à mon avis, il avait des choses derrière la tête. En tout cas, je te remercie de m'avoir envoyé ton histoire. Et si vous aussi vous voulez partager une histoire, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Et je le rappelle, je regarde à peu près tous les 15 jours mes mails. Ça peut même être un petit peu plus, suffit que y en a que 2 histoires. Voilà, ça mettra un petit peu de temps. Et je lis tout d'un coup, comme ça, bam bam bim. Donc ne vous inquiétez pas et ne me relancez pas tous les jours. Ça sert à rien. Vraiment, c'est plus contre-productif. Il y a un monde où je prends pas votre histoire. Les gens trop insistants, c'est non. Même si l'histoire, genre, elle peut être top tier, hein. Tant pis. Juste, ne me mettez pas la pression. Ça, c'est quelque chose, c'est mort. Et on va passer à la 3e histoire de cette vidéo. Imaginez, vous sortez d'une relation toxique, pensant enfin pouvoir tourner la page. Vous respirez à nouveau, vous reprenez votre vie en main. Mais votre ex, lui, refuse de lâcher prise.
Et puis, un matin, votre cœur s'arrête. Une lettre glissée dans votre boîte aux lettres, sans nom, sans expéditeur, juste votre prénom écrit à la main. Vous l'ouvrez et vous lisez ça. Olivia, t'as cru que t'avais tourné la page, un signalement, une plainte, et pouf, je disparais. Netflix, c'était pas juste un abonnement, c'était nous. Et tu m'as effacé. Mais moi, je n'oublie pas. On ne résilie pas les souvenirs comme un contrat. Tu crois que t'es libre? Mais moi, je suis toujours là, quelque part. On va un petit peu vite en besogne, étant donné que cette lettre, elle la reçoit à la fin de cette histoire. Mais revenons dans le passé et revenons là où tout a commencé. Olivia, franchement, elle en a marre. À ce moment-là, ça fait 2 semaines que c'est fini avec Kevin. Et elle pensait enfin pouvoir passer à autre chose. Sauf que Kevin, c'est une vraie sangsue. Mais genre, puissance 10. Déjà, quand ils étaient ensemble, c'était l'enfer pour la moindre dépense. Le mec, c'était littéralement un picsou. Un vrai gripsou. Je sais pas si vous voyez le genre, hein, c'est le genre de mec qui compte les centimes sur l'addition au resto et qui te fait une scène si t'as pris un coca en bouteille au lieu du verre à la fontaine. Parce que c'est soi-disant moins cher du coup. Une fois, ils étaient allés au ciné et il avait carrément ramené ses propres pop-corn dans un Tupperware pour pas avoir à les acheter sur place. Comment vous dire que Olivia, elle était morte de honte. Et le pire, c'était les abonnements. Lui, il était à l'affût de tous les bons plans. Les périodes d'essai gratuites, les trucs à partager entre 10 personnes pour que ça coûte 3 centimes à chacun. Du coup, quand ils se sont mis ensemble, il avait insisté pour qu'ils partagent un compte Netflix. Olivia, elle s'en foutait un petit peu, elle regardait pas des masses la télé, mais bon, pour lui faire plaisir, allez, pourquoi pas. Et c'était une grave erreur. Maintenant qu'ils sont plus ensemble, Kevin lui fait une crise parce qu'elle a annulé l'abonnement. Genre comme si c'était la fin du monde. Olivia, elle souffle un bon coup, elle ouvre son appli de messagerie et là, c'est le festival. Des messages de Kevin, il y en a partout. Ça commence gentiment, enfin, façon de parler, hein. Olivia, s'il te plaît, remets l'abonnement Netflix, c'est important pour moi. Bon, déjà s'il te plaît, elle y croit moyen. Kevin, c'est pas le genre à demander poliment. Et puis, important pour lui, genre sa vie en dépend. Olivia lève les yeux au ciel, puis les messages suivants sont moins courtois. T'abuses, c'était mon Netflix. Allez, tu me dois ça. C'était la meilleure partie de notre relation. T'étais une grosse pute. Mais au moins, j'avais Netflix. Comment vous dire que Olivia commence à sentir la moutarde lui monter au nez. Elle se retient de lui répondre. Elle veut pas rentrer dans son jeu. Mais Kevin insiste. T'es sérieuse là? Tu vas me faire payer un abonnement plein pot. T'es vraiment une radine toi. Olivia, elle explose. Radine, elle, c'est l'hôpital qui se fout la charité quand même. Elle repense à toutes les fois où Kevin faisait des économies de malade. Genre le mec, il coupait l'eau sous la douche pendant qu'il se savonnait. Pour la planète qu'il disait. Mais on sait très bien que c'était pour sa facture d'eau surtout. Ou encore quand il réutilisait les sachets de thé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun goût. Comme elle le dit, on aurait dit de l'eau croupie. Et si encore, ne pas faire couler l'eau pendant qu'il se savonnait, c'était plutôt logique. Et même un peu de bon sens. Mais le pire du pire, c'est le summum de la radinerie. Attention, vous n'êtes pas prêts. Il se servait de journaux ou de prospectus pour s'essuyer les fesses. Des prospectus sous prétexte que le papier toilette, ça coûte trop cher. Olivia, elle en a encore des frissons de dégoût. Elle tape un message rageur. Écoute, Kevin, c'est fini entre nous. J'ai annulé l'abonnement et c'est tout, arrête de marceler comme ça. Et au passage, t'es le dernier à pouvoir me traiter de radine, vu que tu utilisais le catalogue de Walmart comme PQ. Elle envoie le message puis éteint son téléphone, espérant que ça le calme un peu. Eh bah pas du tout. Les messages continuent d'arriver encore plus nombreux, encore plus insultants. Olivia commence à vraiment avoir peur. Elle se sent traquée, harcelée. Elle sait pas jusqu'où il est capable d'aller. Elle est super tendue, elle a beau avoir éteint son téléphone, elle sait que ça va pas s'arrêter là. Kevin, c'est une vraie teigne. Il lâche jamais l'affaire. Elle rallume son portable avec une appréhension terrible. Et là, bingo, il y a des notifications de partout. Des messages encore et toujours, mais aussi des trucs bizarres. Des notifications d'Insta, de TokTok et même de Facebook, alors qu'elle n'utilise plus ce truc. Elle ouvre Insta et là, elle voit que Kevin a commencé à commenter toutes ses photos, même les plus anciennes, avec des trucs du genre « Ah ouais, tu rigoles bien alors que t'as volé mon Netflix » ou encore un message du genre « Tu te la joues meuf cool, mais t'es qu'une profiteuse ». Olivia, elle est furax, elle supprime les commentaires un par un, mais il revient à la charge à chaque fois comme un chien enragé. Pire, il commence à taguer ses amis sur les commentaires pour les mettre au courant de l'horreur qu'elle a commise en annulant l'abonnement Netflix.
Sur TokTok, c'est encore pire, il a carrément créé un compte bidon avec une photo d'elle. Une photo qu'elle avait postée il y a des lustres, où elle n'était pas à son avantage. Et il poste des vidéos avec des montages dégueulasses, des commentaires insultants et des hashtags du genre hashtag Olivia la voleuse de Netflix ou hashtag rendez mon Netflix. Enfin, vous voyez le genre. Olivia, elle est au bord des larmes, elle signale le compte à TokTok, mais ça prend du temps et en attendant, tout le monde voit ses vidéos humiliantes. Même sur Facebook, il s'y met. Il publie des statuts à moitié cryptiques, mais où tout le monde comprend qu'il parle d'elle. Des trucs du genre. Il y a des gens qui pensent pouvoir tout prendre sans conséquence, mais ils se trompent lourdement. Ou encore, la vengeance est un plat qui se mange froid. En lisant ça, Olivia, elle est terrifiée. Elle se sent traquée, humiliée, exposée aux yeux de tous. Elle a l'impression que tout le monde la regarde de travers, qu'on la juge. Elle a honte. Elle se sent complètement impuissante face à cette avalanche de harcèlement virtuel. Elle a beau bloquer Kevin, signaler les comptes et les publications, il trouve toujours un moyen de revenir à la charge. C'est comme une hydre à 1000 têtes, dès qu'on en coupe une, il en repousse deux. Olivia, elle est à bout, elle sait plus quoi faire. Elle commence à se demander si elle devrait pas carrément supprimer tous ses comptes sur les réseaux sociaux pour enfin avoir la paix. Mais même cette idée, elle lui paraît insurmontable. C'est comme si Kevin lui avait volé son identité numérique, sa vie sociale, elle se sent piégée. Clairement, elle est claquée, elle a passé la nuit à fixer son téléphone, à supprimer les commentaires et les vidéos que Kevin poste sans arrêt. Elle a même essayé de contacter les plateformes, mais c'est un vrai parcours du combattant. C'est des formulaires à remplir, des délais d'attente interminables, bref, une vraie galère. Elle a l'impression d'être seule face à cette tornade de haine. Le lendemain matin, elle se décide enfin à sortir de chez elle. Elle doit aller en cours même si elle n'a pas du tout la tête à ça. Elle ouvre la porte de son immeuble et là, elle voit tout de suite que quelque chose cloche. Sa boîte aux lettres, elle est défoncée, littéralement. La porte est tordue et le verrou, il est complètement arraché. Il y a des bouts de métal qui sont éparpillés sur le sol. Olivia, elle a le souffle coupé. Son cœur bat à tout rompre. Elle sent une vague de panique l'envahir. Elle s'approche prudemment et regarde à l'intérieur. Rien n'a été volé. À première vue, c'est juste détruit. C'est comme si quelqu'un avait voulu lui envoyer un message. Un message clair et net. Je suis là, je te surveille. Olivia tremble de tout son corps. Elle comprend que ça va beaucoup plus loin que des simples messages sur internet. C'est devenu personnel. C'est devenu carrément physique. Elle remonte chez elle en courant, le cœur battant la chamade. Elle ferme la porte à double tour, vérifie les fenêtres. Elle a l'impression d'être en danger, même chez elle. Elle se sent vulnérable, exposée. Elle repense à Kevin, à son regard noir, à sa mâchoire serrée quand il était en colère. Elle se demande s'il est capable de faire pire. Et la réponse, elle la connaît déjà au fond d'elle. Ouais, il est capable de tout. Elle prend son téléphone et hésite. Elle devrait peut-être en parler à la police, non? En parler à quelqu'un du moins. Mais elle a peur. Peur de ne pas être prise au sérieux. Peur des représailles. En fait, peur de tout. Elle finit par envoyer un message à sa meilleure amie, Chloé. Je crois que Kevin est passé chez moi. Ma boîte aux lettres est défoncée, j'ai trop peur. Chloé répond presque aussitôt au message d'Olivia. Elle est super inquiète et lui propose de venir chez elle tout de suite. Olivia refuse, elle n'a pas envie de bouger de chez elle. Elle se sent plus en sécurité nulle part. Elle lui promet juste de la tenir au courant. Mais au fond, elle sait qu'elle est seule face à ça. Le lendemain, quand elle descend chercher son courrier avec une appréhension terrible, elle voit une enveloppe blanche glisser entre les débris de sa boîte aux lettres. Une simple enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. Son cœur se met à battre à toute vitesse. Elle la prend avec des doigts tremblants et remonte chez elle en courant. Une fois enfermée chez elle, elle ouvre l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une feuille de papier pliée en deux. Elle la déplie et lit le message, écrit à la main, avec une écriture nerveuse et irrégulière. T'as cru que t'allais t'en tirer comme ça? T'as volé mon Netflix et tu vas le payer. Olivia, elle a un haut le cœur. C'est bien l'écriture de Kevin. Elle reconnaît son style, ses lettres penchées et ses petits T barrés de travers. Elle relit le message plusieurs fois, essayant de comprendre ce qui se passe dans la tête de Kevin. Comment il peut en arriver là pour une histoire d'abonnement? C'est complètement surréaliste. Elle se sent de plus en plus menacée. C'est plus juste des mots sur internet, sur ses posts et ses stories Insta ou quoi. C'est une intrusion dans sa vie privée, dans son espace personnel. Les jours suivants, d'autres lettres arrivent. Pas tous les jours, mais de temps en temps, comme pour maintenir la pression. Les messages sont de plus en plus violents et de plus en plus personnels. Il y a des insultes, des menaces et des références à des choses qu'il ne devrait pas savoir s'il ne l'avait pas épié. Olivia, elle est terrifiée, elle a l'impression d'être constamment surveillée, épiée. Elle ne dort plus, elle sursaute au moindre bruit. Elle vit dans la peur constante. Elle montre les lettres à Chloé qui est horrifiée.
Son ami insiste pour qu'elle aille porter plainte à la police, mais Olivia hésite encore. Elle a peur des conséquences, peur de l'escalade que ça pourrait provoquer. En somme, elle a peur de Kevin. Les lettres, c'était déjà flippant, mais ce qui arrive ensuite, c'est encore pire. Un soir, alors qu'Olivia essaye tant bien que mal de s'endormir, son interphone sonne. Un coup bref et sec qui la fait sursauter. Elle regarde l'heure, il est 2h37 du matin. Son cœur se met à battre à tout rompre. Elle hésite à répondre, mais la sonnerie retentit à nouveau, encore plus insistante. Prudemment, elle se lève et regarde par l'œilleton. Elle ne voit personne, juste le hall d'entrée faiblement éclairé. Elle se dit que c'est peut-être une erreur, quelqu'un qui s'était trompé d'adresse. Elle retourne se coucher, mais elle n'arrive pas à se rendormir. Elle est trop tendue, à l'affût du moindre bruit. Et puis, ça recommence, des sonneries répétées, insistantes, comme si quelqu'un s'acharnait sur le bouton. Olivia est terrifiée. Elle se recroqueville sous sa couette, les larmes aux yeux. Elle n'ose pas bouger, elle a peur d'ouvrir la porte. Elle a l'impression que Kevin est là, juste derrière, à l'attendre. Les sonneries continuent pendant de longues minutes, puis s'arrêtent enfin. Olivia reste immobile, le souffle court pendant un long moment. Elle n'ose pas bouger, elle a peur qu'il revienne. Finalement, elle finit par se rendormir d'un sommeil agité, hantée par des cauchemars. Les nuits suivantes, le même scénario se répète. Presque toutes les nuits, l'interphone sonne, parfois plusieurs fois dans la nuit. Parfois, il y a aussi des coups, frappés à sa porte, des chuchotements, des bruits de pas dans le couloir. Olivia vit dans un état de terreur constant. Elle n'ose plus sortir de chez elle, elle a peur de croiser Kevin. Elle a l'impression d'être piégée, enfermée dans son propre appartement, sous le joug de son harceleur. Elle n'en parle à personne, elle a honte, elle a l'impression que c'est de sa faute, qu'elle a provoqué tout ça en annulant l'abonnement Netflix. Elle se sent coupable, isolée, désespérée. Elle ne sait plus quoi faire pour que ça s'arrête. Comme si les lettres et les sonneries ne suffisaient pas, Kevin passe à la vitesse supérieure en propageant des rumeurs sur Olivia. Au début, ce sont des rumeurs, des regards insistants, des chuchotements qu'elle entend dans les couloirs de la fac. Elle sent que les gens la regardent différemment, avec un mélange de curiosité malsaine et de jugement. Puis les rumeurs deviennent plus concrètes. Des amis de ses amis lui rapportent des bribes de conversations qu'ils ont entendues. Des trucs du genre « T'as entendu l'histoire d'Olivia ? Apparemment, elle a ruiné un pauvre type en lui volant son Netflix. » Ou encore « Paraît qu'elle est complètement instable, elle harcèle son ex. » Franchement, avec tout ça, Olivia, elle est anéantie. Non seulement elle est harcelée par Kevin, mais en plus, elle passe pour la coupable aux yeux de tout le monde. Les rumeurs prennent des proportions hallucinantes. On raconte qu'elle a des problèmes psychologiques, qu'elle est violente, qu'elle a même menacé Kevin physiquement. Olivia est effarée par la rapidité avec laquelle les mensonges se propagent et se transforment. Elle a l'impression d'être prise dans un tourbillon infernal, incapable de se défendre. Elle essaye d'en parler à quelques amis, d'expliquer la vérité, mais certains la croient à peine. D'autres préfèrent ne pas s'en mêler. Elle se sent de plus en plus seule, isolée et incomprise. Elle a l'impression que le monde entier est contre elle. Un jour, alors qu'elle est à la bibliothèque, elle entend deux filles parler d'elle, à quelques tables de là. Ces filles-là ne la voient pas, mais elle entend parfaitement leur conversation. C'est dingue cette histoire. J'ai vu les vidéos que son ex a postées. C'est vraiment une folle cette meuf. Ouais, apparemment elle a même défoncé sa boîte aux lettres. C'est une vraie psychopathe. Olivia sent les larmes lui monter aux yeux. Elle se lève précipitamment et sort de la bibliothèque en courant, le cœur brisé. Elle en peut plus, elle est à bout, elle se sent salie, humiliée, rejetée. Elle a l'impression que sa vie est gâchée. Olivia se sent de plus en plus mal. Elle a peur de sortir de chez elle. Elle a peur d'aller en cours. Elle se sent traquée, observée en permanence. Un jour, alors qu'elle se rend à la bibliothèque pour essayer de réviser un peu, elle sent un regard pesant sur elle. Elle se retourne et aperçoit Kevin, appuyé contre un mur, les bras croisés. Son regard est noir, menaçant. Olivia accélère le pas, essayant de l'ignorer, mais Kevin se met à la suivre. Elle entre dans la bibliothèque et se dirige vers une salle d'études isolée, espérant le semer. Mais Kevin la rattrape et la bloque dans un coin, entre deux étagères. Elle se sent piégée, son cœur bat à tout rompre. Kevin se rapproche d'elle, son visage est crispé par la colère. « Alors la voleuse, tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ?» Sa voix est basse, menaçante. Olivia tremble de tout son corps. Elle a peur de ce qu'il va faire. Soudain, Kevin lève la main et la frappe au visage. Olivia pousse un cri de douleur et de surprise. Elle sent une douleur vive à la joue. Elle est choquée, terrifiée. Elle n'arrive pas à croire qu'il l'ait frappée. Au même moment, un étudiant qui passait par là entend les cris d'Olivia et intervient. C'est un grand gaillard, membre de l'équipe de basket de la fac. Il voit Kevin en train de menacer Olivia et se précipite vers lui. « Hé, lâche-la tout de suite !» Kevin, surpris par cette intervention, recule d'abord puis tente de se défendre. Mais
L'étudiant est plus fort et le maîtrise facilement. Il le plaque contre une étagère et le maintient immobile en attendant que la sécurité arrive, puisqu'il a demandé à Olivia d'aller chercher quelqu'un. Une fois qu'Olivia revient avec quelqu'un de la sécurité, eh bien des gens ont vu la scène et ils se mettent à réconforter Olivia. Quant à Kevin, il est emmené par l'agent de sécurité et la police est même appelée. Suite à cet incident, Olivia porte plainte contre Kevin pour agression. Les preuves accumulées, les lettres, les témoignages, les enregistrements des sonneries et le témoignage de l'étudiant permettent de confirmer le harcèlement et l'agression. Kevin a été arrêté et placé en garde à vue. Après cet événement traumatisant, Olivia met du temps à se remettre. Elle est même suivie par un psychologue pour l'aider à surmonter le choc et les conséquences du harcèlement. Mais elle sait qu'elle a fait le bon choix en portant plainte. Un mois après l'événement de la bibliothèque, elle se rend à sa nouvelle boîte aux lettres qui est toute réparée et elle y voit glisser dedans une lettre sans nom, sans expéditeur, juste son prénom, écrit à la main. Elle l'ouvre et elle peut lire ceci. Olivia, t'as cru que t'avais tourné la page? Un signalement, une plainte, et pouf, je disparais? Netflix, c'était pas juste un abonnement. C'était nous, tu m'as effacé. Mais moi, je n'oublie pas. On ne résilie pas les souvenirs comme un contrat. Tu crois que t'es libre, mais moi, je suis toujours là, quelque part. Eh bien, après cet événement, Olivia a décidé de partager ça sur Internet. Et elle a également pris cette lettre et l'a communiquée à sa fac. Et j'ai pas plus de détails à la fin, j'ai pas de détails si le gars a été renvoyé de la fac ou quoi. Vu qu'elle le donne à la fac, soit c'est pour dire, bah attention si le gars il vient là, ou est-ce qu'il est encore à la fac? À mon avis, je pense qu'il s'est pas encore fait virer. Je pense qu'à mon avis, il a pas eu de... Je pense que pour l'instant, à l'heure actuelle, le gars est encore dehors. Donc, c'est pas dit dans le thread, mais je pense que voilà. Il est dehors, mais qu'à mon avis, ils attendent qu'il fasse encore plus de conneries. Premier thread vraiment très très cool, j'ai bien kiffé. Enfin, quand je dis j'ai bien kiffé, hein, je suis pas un psychopathe et ouais, putain, trop bien. Mais bon, c'est mon but, moi je dois vous raconter des threads d'horreur sur YouTube, donc forcément il faut que je trouve des trucs. Hein. Si c'est pipi caca, haha, l'intro c'est n'importe quoi, on passe au prochain thread. Alors juste avant que je commence le second thread, je vous dis un petit truc, c'est qu'en ce moment il y a pas mal de threads Tinder. Pourquoi? Parce que déjà j'ai l'impression que vous aimez bien, vous m'avez dit oui regarde tu peux en faire 99, moi ça me dérange pas. Voilà donc je me suis dit ça marche, ça m'arrange bien. Et surtout, comment je procède? Bah, c'est que des fois, vous me dites, ouais, je veux des threads forêt ou des threads machin. Moi, je cherche en fonction de ça, hein, forcément. Et Tinder, je peux vous dire que j'en ai trouvé, j'en ai à l'appel. Vraiment, j'en ai, c'est vraiment, il n'y a que des dingueries. Donc, j'en ai beaucoup, donc forcément, j'essaye de les disséminer un petit peu partout, quoi. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de threads Tinder, machin, mais j'essaye de pas mettre que ça. Tu vois, là, cette semaine, je pense que vous n'en aurez pas. Mais dites-le moi hein, si vous en voulez. Là, je tourne, c'est aujourd'hui, bah, le thème, c'est un peu Netflix, tu vois, la première. Mais si jamais ça vous dit pour vendredi, bah, ce sera peut-être Netflix, quoi. Pardon. Je voulais dire Tinder, en fait. Mais là, en tout cas, il n'y a pas de Tinder, mais vous inquiétez pas que c'est quand même effrayant. Parce que là, je vais parler de quoi? En fait, je vais parler d'un médecin français qui partage des anecdotes. Alors, vous allez voir, au début, il y en a 3 qui sont, ma foi, c'est des petites anecdotes. Et ensuite, on passera sur du énervé de chez Énervé. Ça a été posté il n'y a pas longtemps. Alors vous allez voir, c'est trop bien. Passons. Du coup, bah, je sais pas comment il s'appelait, du coup je l'ai appelé Nicolas et il savait pas trop où poster son énorme pavé. Il a pris un petit compte jetable. Oui, c'est sur Reddit, il avait pas envie qu'on le relie à son compte principal. Mais quand même, il avait envie de partager tout ça. Je vous l'ai dit, le gars, donc je l'appelle Nicolas, il est médecin en hôpital en France. Il dira pas lequel, hein, question de confidentialité. Et puis honnêtement, il tient à garder son job. Et clairement, ce qu'il voit au quotidien, c'est pas un épisode de urgence. C'est souvent du grand n'importe quoi. Genre vraiment. La plupart du temps, c'est même presque drôle. L'autre nuit, pendant une garde, un gars arrive aux urgences avec des matrioshkas dans le cul, littéralement. Ouais, les petites poupées russes là, hein, les trucs qui s'empilent. Clac, clac, clac. Le mec lui a dit qu'il s'était assis dessus, par accident. Classique. Et faut pas croire, comme il nous dit, ça arrive plus souvent que vous pouvez le penser. C'est ça les urgences, un mélange de comédie absurde et de moments où tu te demandes si t'es pas en train de rêver. Sur ce coup-là, Nicolas en rigole, enfin lui ça va, mais l'interne qui a dû aller les chercher, lui, il a pas rigolé du tout. Mais il y a aussi le côté lourd, violent, genre les blessures par balle, les crânes ouverts, les gars qu'on ramasse à moitié explosés après des accidents ou des trucs très moches. Et ça, c'est sans parler du bordel administratif et du manque de moyens. Les patients qui poireautent des heures, les erreurs qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais bon, c'est pas ça qu'il veut raconter aujourd'hui. Il va pas nous faire un petit discours sur la situation à l'hôpital, sinon on va encore lui dire qu'il est un petit peu trop rouge ou qu'il milite. Et c'est pas le sujet.
Là, ce qu'il veut balancer, c'est un autre versant de l'hosto, un truc moins visible, moins rationnel également. Parce que parfois, quand la nuit tombe, quand les couloirs sont vides et que les néons grésillent, il se passe des trucs bizarres. Des trucs que Nicolas explique pas, ou du moins mal. Et il a pas le temps de jouer au détective, il est tout bibub, c'est pas Scooby-Doo. Comme il aime bien dire, je bosse dans un hôpital, pas dans une crêperie. Mais il va quand même tenter de nous raconter tout ça, de mettre des mots, parce que c'est arrivé, parce qu'il l'a vu. Parce qu'il n'est pas tout seul à avoir remarqué que parfois, dans cet hôpital, il y a des choses qui clochent. Alors ouais, prenez pas tout comme si c'était un rapport officiel. La plupart du temps, ça se passe la nuit dans des vieux bâtiments flippants, avec des horaires de taré et le cerveau en vrac. Mais même en prenant tout ça en compte, parfois, ça va au-delà. Alors du coup, Nicolas il commence par une anecdote toute simple, tranquille au début. Ce jour-là, il est en pause, il essaye de pioncer un peu après une garde bien hardcore. Mais le sommeil veut pas venir. Du coup, il se dit bon, allez, je vais me prendre un soda, soit au distributeur, soit à la cafette, il sait plus trop. Pour ça, faut qu'il traverse un bout de l'étage qu'il kiffe moyen. C'est le service de soins longue durée. En gros, c'est là où ils mettent les gens souvent incurables ou les vieux en fin de vie. Il appelle ça le mouroir. C'est pas super sympa, mais ça résume bien l'ambiance qu'il dit. Nicolas, il marche dans ce couloir, tout sombre et super calme. Les néons sont en mode fonctionne une fois sur deux, donc c'est plutôt glauque. Et en passant devant une chambre, il capte des bruits étouffés. En s'arrêtant, il réalise que c'est un gars qui gémit, genre il a mal. Il se dit que bon, ça va, une infirmière va sûrement venir s'en occuper. Alors il fait pas plus gaffe et il file chercher son soda. 20 minutes plus tard, il revient par le même couloir et là, bim, les gémissements sont toujours là, à fond. Il se souvient que c'est la chambre 238. Il se dit que c'est bizarre, personne n'est passé depuis. Du coup, il décide de checker lui-même. Il ouvre la porte et là, surprise, la chambre est vide, y a personne. Les gémissements, non, y a plus rien. Là, Nicolas se dit qu'il doit être vraiment crevé s'il commence à entendre des trucs qui n'existent pas. Il oublie l'histoire jusqu'à quelques semaines après, quand il cause avec un collègue. Le collègue lui raconte qu'il a vécu un truc similaire dans le même service. En y réfléchissant, Nicolas se fait une raison. Le bâtiment est vieux, mal entretenu, les canalisations font des bruits chelous. Et quand t'es crevé et que t'entends des sons qui ressemblent vaguement à des gémissements, ton cerveau peut te jouer des tours. Ça fait flipper, mais il y a sûrement une explication rationnelle à tout ça. Dans tous les cas, Nicolas, il a 2 ou 3 autres histoires cheloues dans le miroir. Mais ça, il en parlera plus tard. Là, il veut nous raconter un truc qui concerne un problème avec des intervenants. Pendant un remplacement en pédiatrie, ils ont engagé un clown pour distraire les gamins. C'est pas super original et perso, Nicolas, il peut pas les blairer. Mais bon, ça fait rire les petits, donc ça va. Sauf que celui-là, il était vraiment pas drôle. Il se faisait appeler Fantasmabuleux, mais il ressemblait plus à un taré de film d'horreur qu'à un artiste de cirque. La perruque à moitié cramée, le costume tout délavé et rafistolé, la barbe en bataille, un maquillage qui cachait des grosses cernes, et surtout, des yeux jaunes, genre alcoolique à fond. Dans son show, il disait souvent qu'il avait besoin de sa potion magique, avant de boire dans une petite fiole dégueulasse qui sentait le whisky bas de gamme. Le pire, c'est que eux, ils sont trop timides pour le virer direct. Alors, ils le laissent faire son numéro devant les enfants qui, étonnamment, semblaient kiffer. Mais le mec avait des comportements super bizarres. Il demandait le nom de la famille et l'adresse de la collègue, essayant de mater ses papiers sous prétexte que c'était un gag. Et il y a même 1 ou 2 mains aux fesses qui sont parties. Encore justifié par un « c'est pour rigoler ». Le plus flippant, c'est que ce harcèlement se passait devant des gamins morts de rire qui pigent rien au malaise total de la situation. À un moment, ils ont pété un câble, coupé le spectacle et viré le mec. Un peu plus tard, il apprend que Fantasmabuleux, c'était en fait un violeur en série qui s'introduisait chez les femmes pendant qu'elles dormaient. Depuis ce jour-là, ils n'ont plus jamais embauché de clown. La dernière histoire, puisqu'en fait il avait partagé 3 histoires et ensuite 3 autres histoires, vous allez voir, mais en tout cas c'est la 3e histoire de la première, du premier thread qu'il avait fait, et ben elle est pas du tout joyeuse, c'est même plutôt glauque. Et cette fois-ci c'est pas du tout surnaturel. Même si plusieurs collègues ils sont persuadés que les gémissements dans le mouroir c'est à cause d'un fantôme. Parce que même les médecins, ils ont leur petite superstition. Donc voilà, Nicolas il est en train de boire un café tranquille à l'accueil avec Rachel la réceptionniste. Ils discutent un peu, ouais. Il a l'air de glandouiller, c'est vrai que comme ça, on dirait qu'il est souvent en pause. Mais il bosse aussi, faut pas croire. Soudain, un infirmier qui vient de finir son service débarque tout paniqué. Il dit à Nicolas qu'une femme est dans le parc avec son bébé qui crache du sang et qu'elle attend qu'on vienne s'en occuper. Nicolas, direct, il lui demande de l'accompagner. On sait jamais, vaut mieux être 2 au cas où ça dérape. Et il demande à Rachel de prévenir les collègues pour qu'ils prennent le relais sur l'enfant.
Ils vont voir la femme, elle berce son bébé, lui chante une berceuse et le bébé est tout emmitouflé dans des vêtements. On le voit pas trop normal vu que à ce moment-là c'est l'hiver. Nicolas essaye de parler à la mère pour qu'elle le laisse examiner le gosse, mais elle refuse net. Elle commence à s'énerver, hurle, crie, devient même violente. Elle donne des coups de pied et essaye de mordre Nicolas et l'autre infirmier dès qu'ils s'approchent. Ils sont un peu bloqués, ils pourraient sûrement la maîtriser mais risqueraient de faire mal au bébé. Et bizarrement, le bébé est super calme, surtout pour un nourrisson censé cracher du sang. Alors, ils essayent de calmer la mère, de la rassurer, mais ça marche pas. Après une dizaine de minutes, les renforts arrivent enfin et ils réussissent à prendre le bébé, mais pas sans galère. Et là, surprise, le bébé est mort depuis environ 15 heures, vu son état de décomposition et la rigidité du corps. Plus tard, ils apprennent que la maman avait pas réussi à accepter la mort de son enfant et le traitait comme s'il était encore vivant. Elle le promenait, l'habillait, tout ça. L'infirmier, lui, il s'en est jamais remis, surtout après avoir vu le bébé cracher du sang. Il jurait que le gosse bougeait quand il l'a vu la première fois. On lui a expliqué que c'était sûrement un effet d'optique avec un spasme musculaire, mais il voulait rien entendre. Résultat, il a démissionné peu de temps après. Voilà, ça comme je vous l'ai dit, c'était pour les 3 petites anecdotes, voilà, qui sont dans la partie 1 de son post. Et ensuite, il avait fait un deuxième post parce que je m'étais dit, waouh, il est bien. Enfin, c'est Arzil qui les avait trouvés. On s'est dit, oh, ils sont bien les histoires, on va aller voir si on en a posté d'autres. Et effectivement, il en a posté d'autres. Celles-ci sont plus récentes et surtout, je vous le dis, à partir de là, on va monter en intensité, voire même, c'est gore. Comme il le dit, les anecdotes de Nicolas ont bien plu et ça lui a fait grave plaisir. Ça l'a même motivé à en raconter d'autres et il vous invite à lui raconter les vôtres aussi. Si jamais vous voulez les partager, peut-être qu'il regardera ça vu que c'est en France. Donc là, pour le coup, il pourra peut-être regarder la vidéo. Bref, il a 1 milliard d'autres histoires et il vous jure que les hôpitaux, c'est parfois une vraie faille dimensionnelle vers le royaume des fous. Allez, il arrête de blablater, et moi également, et du coup, on attaque. Cette anecdote, elle date de son internat, pas les dortoirs, il parle bien de sa période d'interne. Vous avez sûrement entendu parler des bizutages en fac de médecine, ces bizutages super violents. Il y a eu plein de scandales là-dessus, et ça revient souvent dans l'actu. Lui, de son côté, il a jamais rejoint d'assos ou des machins comme ça. Il avait déjà ses potes et trouvait ça ultra con, ces épreuves. Par contre, un pote à lui qu'on appellera Jean-Jacques a décidé de rentrer dans une asso qui pratiquait le bizutage. Nicolas, il était assez inquiet, surtout que Gigi, c'était un gars plutôt timide. Jamais eu beaucoup d'amis, donc hyper influençable. À l'époque, il a rien dit parce qu'il était content que Gigi surmonte sa phobie sociale. Mais il regrette maintenant, parce que le pauvre en a vraiment bavé. Après, vous faites comme vous voulez, il peut pas prouver ce qu'il raconte, mais bon. La présidence de la fac a étouffé l'affaire pour éviter le scandale. À vous de vous faire un avis là-dessus. En gros, Gigi lui a raconté complètement traumatisé son bizutage. Le rituel commençait par une grosse soirée avec du speed drinking à gogo. En 1 heure, chaque aspirant devait s'enfiler une bouteille de vodka. Bon, jusque-là, c'est débile, mais pas traumatisant. Quoique, Nicolas trouve toujours ironique que de futurs médecins pensent pas une seconde au coma éthylique. Bref, une fois les candidats bien torchés, la deuxième épreuve était encore plus dégueulasse. Tous les mecs devaient prendre une dose de Viagra. Oui, juste après avoir bu comme des trous. Génie, vraiment. Et les filles devaient faire des danses sexy presque nues pour eux. Et les messieurs ne devaient pas craquer, alors qu'ils venaient de prendre des substances pour justement, vous voyez le genre. Après ça, les mentors les emmenaient pour la dernière épreuve dans un appart Crous bien glauque. Comme tous les apparts Crous, vous me direz. Ça c'est lui qui le met, mais moi j'avoue, je prends son texte. J'en sais rien, je suis jamais là-dedans, donc je peux pas vous dire. Vous me direz en commentaire. L'appart, il avait été vidé et les candidats enfermés à l'intérieur. Pour chacun, une gamelle de chien posée au sol. Dedans, une espèce de bouillie de viande dégueulasse que les pauvres devaient avaler en entier. En repensant à ça, Gigi se rappelle que ce plat avait des trucs bizarres dedans. Il avait déjà vu ça quelque part, mais à ce moment-là, il avait zappé toutes les alertes de son cerveau. Vous imaginez bien qu'avec leur état, ils n'ont pas réfléchi longtemps avant de tout engloutir. Une fois terminé, les parrains leur ont balancé la vérité, morts de rire. La bouillie était faite de déchets organiques humains, volés dans les poubelles du service d'anatomopathologie, récupérés par l'assaut pour faire manger ça aux nouveaux. Voilà, c'est dégueulasse. Gigi choqué s'est plaint au doyen qui a juste dissous l'association et dispersé les membres dans d'autres facs. Il voulait surtout éviter que ça fuite, vous imaginez bien pourquoi.
Après ça, Gigi a quitté la médecine. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Et quand je dis Gigi, c'est pour Jean-Jacques. C'est pas Gigi Jiraya. Au cas où. Là, cette anecdote, je vous le dis, elle est juste inhumaine. Attention, c'est genre vraiment trigger warning. Si vous aimez les animaux et que vous êtes sensible, passez au prochain thread. Et franchement, c'est pas pour faire clickbait. Ah, vous allez voir, attention, c'est gore. Je suis content, restez, ça va faire du watch time. Non, vraiment, si vous aimez les animaux que vous aimez pas, qu'il leur arrive du mal, passez au prochain thread, il y a des timecodes sur les vidéos. Pour continuer sur le thème du bizutage, il y en a tellement de choses à dire à ce sujet. Nicolas a décidé de raconter une histoire qu'une amie lui a rapportée, directement venue d'Allemagne. À l'époque, cette amie était interne en chirurgie, un univers un peu à part. Les internes sont peu nombreux et les associations étudiantes dans ce domaine sont beaucoup plus opaques que les autres. C'est presque comme des sociétés secrètes en fait. Son amie, qu'on appellera Rosette, voulait bien sûr s'intégrer et a donc candidaté pour faire partie de la fraternité. Les épreuves pour y entrer commencent de manière assez bon enfant. Une chasse au trésor nocturne. Les aspirants doivent s'introduire dans la faculté de nuit pour y trouver divers objets cachés, indiqués par diverses énigmes. Tout cela avec la complaisance bienveillante de la fac habituée à ce genre de rite initiatique. Rosette a trouvé un scalpel, des gants, une blouse, tout l'attirail opératoire du bon petit praticien. Jusque-là, c'est plutôt thématique, vous me direz. Les parrains avaient bien précisé que les initiés devaient garder précieusement ces objets pour les prochaines épreuves, ce que Rosette a fait. La deuxième épreuve était un cran au-dessus. Passer la nuit du samedi enfermé dans une morgue avec tous les autres candidats. Et beaucoup d'alcool évidemment. Apparemment, c'était ce qu'elle a trouvé le plus drôle, ce qui ne surprend pas trop Nicolas. Après tout, les légistes ont tendance à faire la fête entourés de morts. Alors, pourquoi pas les internes? Même lui, il lui est arrivé de boire quelques verres dans une morgue avec une copine pour être tranquille, à l'abri des bruits du couloir. Ils sont entrés dans la morgue vers 17 h puis ont commencé leur soirée post-mortem. Petit jeu de mots. Ce nom il fait beaucoup rire à Nicolas. Pourtant, son ami lui a avoué que c'était une expérience assez perturbante sur le moment. Tout le monde était émotionnellement secoué. Les organisateurs avaient eu la bonne idée de sortir tous les corps des sacs mortuaires, de les déposer sur les tables en leur ouvrant bien les yeux et en tournant les têtes vers les candidats. Nicolas se rappelle avoir lu une étude bidon disant que les psychopathes sont surreprésentés chez les chirurgiens. Et il commence à se demander si cette étude, elle est pas si loin de la réalité. Vers 9 h, les parrains sont venus chercher les candidats encore en train de cuver de la veille. Les pauvres, encore dans un état second, ont été levés manu militari et emmenés vers les blocs opératoires. Ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait, mais ils n'avaient ni le courage ni l'envie de poser des questions. Rosette était même plutôt curieuse de ce qui allait suivre, malgré sa gueule de bois. Mais elle n'était pas au bout de ses peines. Tout s'est accéléré à ce moment-là. Les parrains ont sorti de petits flacons d'une substance que je ne peux pas vous dire. Alors je vais vous dire des mots et il faudra juste prendre la première lettre. Léviator, Salamèche et Dracofeu. Et ils en ont fait prendre à tous les aspirants. Rosette n'était pas du tout partante, mais son état combiné à l'effet de groupe, à la soirée angoissante et à l'air autoritaire des organisateurs l'a poussée à ne rien dire. Elle a donc pris sa dose comme tout le monde. Pas assez pour planer, juste ce qu'il faut pour désinhiber et rendre docile. Ensuite, les parrains ont amené des cages contenant des animaux sauvages endormis. Renards, chats errants, chiens, ratons laveurs. Une petite batterie d'animaux qui ne manquerait à personne et dont la disparition ne ferait pas de vague. Ils les ont posés sur les tables d'opération et ont ordonné aux aspirants de commencer la chirurgie. Là, le trigger warning devient vraiment énervé. La dernière épreuve consistait à coudre plusieurs animaux entre eux, par n'importe quel moyen. Membres amputés, peau, tout ce qui leur venait à l'esprit. Le but était que le résultat survive au moins 2 minutes si possible. Les parrains étaient hilars et engueulaient ceux, heureusement en minorité, qui refusaient. Ils ont fini par tous s'exécuter, même Rosette, pourtant amoureuse des animaux. Elle n'avait plus les idées claires et les parrains étaient violents avec ceux qui voulaient partir. La peur, la fatigue et la substance, tout ça l'a forcé à faire un truc qui la hante encore aujourd'hui. Ce fut une boucherie sans nom. Les internes complètement défoncés taillaient dans la chair de ces pauvres bêtes, recousant n'importe comment. Rosette se souvient encore du sang qui coulait partout, des cris de douleur et de panique de ses victimes, à moitié endormies. Tout ça pendant que les organisateurs prenaient des photos en masse pour se couvrir si quelqu'un venait à dénoncer.
Pas de Jean-Jacques cette fois-ci. Son ami a fini par s'effondrer en larmes dans un coin, en position fétale, ne pouvant réagir autrement que par des hurlements muets par intermittence. L'horreur a pris fin, laissant derrière elle des tas de cadavres d'animaux charcutés et reliés par des opérations bancales sous les applaudissements des confirmés. Peu de temps après, Rosette a déménagé en France, chez sa mère, pour finir ses études dans la capitale. Il lui a fallu beaucoup de temps pour digérer tout ça, et même aujourd'hui, elle en souffre encore. C'est sur cette note pleine de joie et d'espoir dans le genre humain que Nicolas nous laisse. Il nous rajoute qu'en tout cas, ne faites clairement pas de bizutage. C'est con, inutile et ça part souvent en couille. Prenez des petits verres tranquillement, mais allez danser, ça vaudra mieux pour tout le monde. Comment vous dire que cette dernière, là je vous l'ai dit, un trigger warning, si vous m'avez dit oui, je vous l'ai dit, clairement je vous ai prévenu, moi ça m'a fait penser à une chose, alors si vraiment vous connaissez, c'est une dinguerie, ça s'appelle The Human Centipede. C'est bizarre, c'était aussi un allemand le mec. Un moment, avec Arzil, on regardait beaucoup de films d'horreur. On les a tous regardés. À un moment, on tombe sur ça, on se dit, vas-y. Vraiment, je vous le dis, tu tiens pas 5 minutes. Moi, je vous dis, comment vous dire? Pour résumer, attention. T'as un mec, il imbrique des gens entre eux, si possible. Je sais pas comment dire. Mais en gros, oh, c'est hardcore. C'est une hardcore. Je crois qu'on a regardé 5-10 minutes, pas plus, parce qu'au bout d'un moment, il y a quoi à voir. Je veux dire, j'ai ceux qui ont tout regardé, mais je sais pas comment vous avez fait, parce qu'après, il y a plus que le 1. Human Centipede 1, il y a le 2, il y a le 3. Une horreur, vraiment c'est un film d'horreur, mais c'est pas juste un saut ou un truc comme ça, ou Amityville, non c'est là, je comprends pas, vraiment c'est trop. Et là j'ai l'impression que les mecs ont voulu faire ça quoi, vraiment c'est une dinguerie. Les anecdotes elles étaient pas faciles, hein, surtout les dernières. En tout cas, on peut remercier Nicolas, enfin en tout cas c'est pas un abonné, j'en sais rien, peut-être qu'il est abonné, mais en tout cas il a partagé ça sur Reddit France, donc voilà. Mais peut-être qu'il verra cette vidéo, donc on sait jamais. N'hésitez pas à le remercier dans les commentaires. On passe au prochain thread. Gordon et sa femme, ils ont acheté une maison dans le Kentucky après 3 ans passés en appartement. Une vraie victoire pour eux, surtout que cette maison cochait toutes les cases. Ils ont signé les papiers en janvier 2023, un vendredi 13 de tous les jours possibles. La vendeuse leur a assuré qu'elle n'avait que de la chance les vendredis 13, au point de leur raconter qu'elle et son mari s'étaient mariés un vendredi 13. Une première pour Gordon, mais bon, il n'était pas superstitieux, alors ils ont signé. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'ils y vivent et franchement, tout se passe bien. Sauf qu'en décembre 2023, il y a eu un changement bizarre dans la maison. C'était un vendredi soir, presque minuit, sa femme jouait à Fortnite pendant que leur bébé dormait sur le canapé à côté d'elle. Gordon, lui, venait juste de sortir de la douche et descendait les escaliers. Sa femme lui a dit qu'elle va se coucher et lui demande s'il peut porter le bébé jusqu'à la chambre pour le mettre dans le berceau. Il accepte, le prend doucement dans ses bras, l'installe bien dans son lit et embrasse sa femme pour lui souhaiter bonne nuit. Avant de la rejoindre, il décide de jouer un peu. Elle râle un peu mais lui dit quand même de ne pas traîner trop longtemps. Il promet, puis redescend. 1 heure après, elle dort profondément et lui commence à sentir la fatigue arriver. Il enlève son casque, ferme son jeu et s'apprête à aller se coucher. Maintenant, pour situer un peu la maison, la porte d'entrée mène soit aux escaliers, soit à gauche vers la salle à manger, soit à droite vers le salon. Juste au-dessus du salon, il y a la chambre principale. Gordon est assis sur le canapé, le dos tourné à la porte d'entrée. Quand il entend des pas, pas juste des petits craquements de la maison qui travaille, non, des vrais pas nets. Comme si quelqu'un marchait dans la chambre principale. Ça se déplace d'un bout à l'autre de la pièce. Il se fige, il écoute, ça continue. Ça marche et ça rampe aussi. Sa femme dort profondément, il en est sûr. Elle est pas en train de bouger. Alors, c'est quoi ce bordel? Il se décide enfin à monter voir. Il ouvre lentement la porte, mais il y a rien. Rien du tout. Pas un meuble déplacé, pas un signe qu'il y avait quelqu'un ici. Il referme la porte, encore plus paumé qu'avant. Il redescend, ferme la maison, éteint la télé et fait monter le chien avec lui. Le lendemain matin, il se lève, descend avec le bébé pendant que sa femme dort encore. Il prépare le café, le petit-déj et l'attend. 2 heures plus tard, elle se réveille enfin et s'installe. Là, il sent qu'il doit lui parler de ce qu'il a entendu. « Chérie, faut que je te dise un truc. » Elle l'a regardé, a souri et a dit « Ok, qu'est-ce qu'il y a ?» Il espérait vraiment ne pas trop l'effrayer. Mais il devait lui dire ce qui s'était passé. Ok, eh bien la nuit dernière, après que tu sois allé te coucher et que je jouais en bas, il était environ 1 heure du mat et j'ai entendu des pas très clairs aller d'une partie de la pièce à l'autre, comme si quelqu'un marchait lentement, presque en rampant dans la chambre. Son sourire a disparu pour laisser place à un air sérieux. Il le savait, il lui a fait peur et maintenant, c'était trop tard. Tu te moques de moi, hein ?
Il a reculé un peu et l'a rassuré en lui expliquant qu'il était monté pour vérifier la chambre et qu'il avait rien trouvé. Alors il avait tout éteint et qu'il était allé se coucher avec elle. Eh ben super, on a un fantôme qui se promène dans la chambre la nuit pendant qu'on dort. Ce qu'a dit la femme. Il a levé les yeux au ciel et il lui a répondu qu'il voulait attendre quelques jours pour voir si c'était pas un truc comme ça qui s'était produit une fois de temps en temps. On va voir si j'entends encore quelque chose cette semaine. Si c'est le cas, on passera à l'étape suivante et on fera peut-être appel à des enquêteurs du paranormal. Ce qui complique les choses, c'est que sa femme travaille la nuit en soins intensifs. Ça veut dire que les week-ends, il est seul avec le chien et le bébé. C'est le samedi soir et sa femme partait à 19h. Elle ne rentrerait que le lendemain matin vers 8h. Il avait donc toute la nuit pour voir si quelque chose se passait dans la chambre. Son bébé s'est couché vers 21h ce soir-là et lui, il est resté debout à regarder un film. Il était environ 22h30, il était installé sur le canapé, le film tournait et aussi clairement que la dernière fois, il a entendu des pas. Des putains de pas, des craquements nets, d'un bout à l'autre de la pièce, comme si la personne qui marchait n'était pas pressée, comme si elle avait tout le temps du monde pour se déplacer. Mais c'est pas possible, c'est quoi ce délire? Gordon, il est resté assis à écouter. Et là, il a eu l'impression que quelqu'un était à l'étage errant comme un zombie. Les pas étaient lents, lourds, méthodiques. Il a décidé de faire un petit test. Il a attrapé un jouet du bébé et il l'a lancé contre le plafond. Il l'a regardé rebondir avant de retomber, puis s'est assis, retenant sa respiration. Est-ce qu'il avait effrayé l'esprit? Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu un seul bruit en haut. Plus de craquement, plus de bruit. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, c'est le 19 mai 2024, il est 22h25 et sa femme est au travail. Le bébé dort dans sa chambre, il est en train de jouer et il fait une pause pour aller chercher une petite canette. Mais sur le chemin du retour, il se fiche net. Son cœur bat à toute vitesse. Et sans faute, il entend à nouveau ce bruit de pas juste au-dessus de lui. Cette fois, ça dure plus longtemps et les pas sont plus lourds. Il ne peut pas expliquer ce qui se passe, mais il est sûr qu'il y a quelque chose, un esprit qui erre dans cette chambre et qui aime se promener. Les bruits sont trop réels pour être de simples craquements de la maison. Leur maison est une construction en briques réfractaires à 2 étages bâtie dans les années 70. C'est pas du bois qui travaille ou qui grince dans les murs, ce sont des pas, sans aucun doute. Il a rien dit à sa femme, mais il a l'impression qu'il doit mener une enquête dans cette chambre. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread de paranormal plutôt. Petit thread paranormal, on n'en sait rien. Voilà, c'est toujours pareil, c'est t'y crois pas, vous faites ce que vous voulez. On passe au prochain thread. Kilia pense qu'il est temps de partager son expérience avec des entités paranormales. Il vient du Bengale occidental en Inde. Il vit dans une petite ville près de Kolkata. Mais l'histoire s'est passée dans le village de ses grands-parents, pendant les vacances de 2021. Dans ce village, il y a une vieille légende sur les pichaches, des démons mangeurs d'hommes, un peu comme des ghouls. On raconte qu'ils vivent dans les cimetières et se nourrissent des cadavres de ceux qui n'ont pas vécu une vie juste. Parfois, ils prennent l'apparence d'une belle femme ou d'un enfant en pleurs pour attirer les gens et les dévorer vivants. Tout le monde connaît cette histoire. Kila l'entend depuis qu'il est gosse, mais il n'y croit pas trop. Pour lui, les djinns existent, mais ils ne peuvent pas vraiment blesser les humains en temps normal. Un soir, il part voir un spectacle dans un village voisin avec son pote Arman. À la fin du show, il est presque minuit. Ils décident de rentrer. Pour ça, ils doivent traverser un vieux cimetière, l'un des endroits les plus flippants du coin. Ils discutent encore du spectacle jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le cimetière. Là, plus un mot. Ils ont déjà pris ce chemin plein de fois, mais jamais aussi tard. Dès qu'ils entrent, ils sentent leur corps devenir lourd. Chaque bruit paraît suspect. Chaque pas semble plus lent que le précédent. Puis, un son faible se fait entendre. Au début, ils n'y prêtent pas trop attention. Mais plus ils avancent, plus ça devient clair. C'est un enfant qui pleure. Bien sûr, il fallait qu'il tombe sur une goule. Kilia a envie de pleurer. Il jette un œil à Arman qui est aussi pétrifié que lui. Mais le pire dans tout ça, c'est que maintenant qu'ils entendent les pleurs, ça veut dire que la chose sait qu'ils sont là. Ils avancent lentement. Et là, ils le voient. Un gosse, même pas 2 ans, assis au bord de la route, en train de pleurer. Il ne s'approche pas. Il ne le regarde même pas directement. Juste passer à côté de lui donne des frissons. Ses yeux s'embuent. Chaque cellule de son corps lui hurle de courir. Il tient bon, mais à peine. Les pleurs deviennent de plus en plus forts, presque insupportables. Kilia a l'impression que ses tympans vont exploser. Puis une fois qu'ils sont à une vingtaine de mètres, plus rien. Silence total. Impossible de résister. Il tourne la tête et plus rien. L'enfant a disparu. Aucun signe de lui. Nulle part. Ils prennent une grande inspiration. Sans son cœur s'alléger. Arman le regarde aussi soulagé que lui. Mais avant qu'il puisse dire un mot, un cri démoniaque retentit. Il vient du cimetière. C'en est trop, il détale à toute vitesse. Kilia sent qu'il va perdre connaissance, mais il ne s'arrête pas. Il court jusqu'à leur village, où quelques personnes sont assises autour d'un feu, en train de jouer aux cartes. Dès qu'il les voit, il s'écroule. Quand
Quand il se réveille, il est chez ses grands-parents. Arman est déjà réveillé et a tout raconté. Kilia confirme tout. Ils ont vu un pichache pour de vrai. Certains les croient, d'autres non. Sa grand-mère lui raconte encore d'autres histoires. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que c'est arrivé. À chaque fois qu'ils retournent au village, ils en reparlent. Ils se demandent ce qui se serait passé s'il avait été seul. Peut-être qu'il ne serait pas là pour raconter cette histoire. Mais une chose est sûre, il ne prendra plus jamais cette route la nuit. Et voilà, une petite histoire de fou sur le folklore. Ça fait trop plaisir d'avoir ce genre d'histoire. J'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, vous connaissez, un gros pouce bleu et un abonnement, ça aide énormément. Et si jamais vous en voulez plus, eh bien je vous invite à regarder l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tous les petits potes.